Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 21, le medical training avec Hélène Roche. Bonjour et bienvenue dans le podcast équin bimensuel qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord dans le but de poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Pour la 4e saison, je vais changer un peu de format. Entre conversations longues avec différents professionnels, réflexions et partage des dernières découvertes pour en apprendre plus sur notre relation homme-femme-cheval. Chacun des sujets évoqués sont les piliers fondateurs que j'ai découverts en devenant propriétaire. Chacun fait partie d'une vision globale que l'on pourrait qualifier de holistique et que j'ai construit petit à petit au fur et à mesure des mois aux côtés d'Iggy. Que l'on soit clair, rien ne laissait présager que moi, simple cavalière de club, j'en arrive à accumuler autant de questions, de sujets et de soif de connaissances concernant nos amis les chevaux. Je me rêvais femme de cheval et j'ai trouvé une manière d'y arriver. Peut-être simplement en osant chercher toujours plus loin ce que je ne sais pas encore, ce que je ne connais pas encore, pour m'aider à mieux comprendre les chevaux, mais aussi Iggy dans sa singularité. On commence donc avec un des premiers fondamentaux. Aujourd'hui, nous parlerons de la gestion du soin avec la coopération de son cheval. Et c'est Hélène Roche qui sera mon invitée pour ce tout premier épisode de la nouvelle saison. Mais avant de continuer, je vous propose de prendre quelques secondes pour vous abonner au podcast et ainsi ne manquer aucun des précieux épisodes à venir. Si je vous dis Torné, ça vous évoque quoi ? Perso, le souvenir le plus immédiat qui parcourt mon esprit, c'est l'utilisation de ce dernier de manière pratiquement systématique lorsque le vétérinaire ou maréchal ferrant franchissait les portes de mon poney club. Mais ça, c'était il y a déjà quelques décennies. Une des toutes premières questions que je me suis posée quand j'ai eu Iggy, c'est « mais comment je vais gérer les soins ?» En fait, dès les premières semaines, elle a vu l'ostéopathe qui m'avait conseillé de lui administrer de l'aspégique post-manipulation via une seringue. Refus catégorique. La simple vue de ma seringue, c'était « je lève la tête bien haut ». Niet. Alors là, j'ai pris conscience que ça allait être bien plus délicat que ce que je n'avais imaginé. L'aspégique en question n'était pas vital, mais s'il l'avait été. J'ai surtout pris conscience que les soins étaient omniprésents. Même pour le cheval en bonne santé. Rappel de vaccin, prise de sang, de température, vermifuge ou goutte dans les yeux. Que ce soit un jeune cheval ou un retraité de club, la question des soins est une des pierres angulaires du quotidien du propriétaire. Quand on a signé pour, entre guillemets, se coltiner l'éducation de son cheval soi-même, c'est donc une évidence que l'on doit y répondre. Mais pour autant, c'est loin d'être une évidence si votre cheval est déjà débourré, réformé, ou lorsqu'il quitte les rangs du poney club pour faire sa retraite à vos côtés. Alors, votre cheval, est-il vraiment à l'aise dans la pratique des soins ? Comment ça se passe de ce côté-là ? Il n'est pas rare d'avoir recours régulièrement à la sédation. Aujourd'hui, je ne crois pas me tromper en disant que le medical training ne fait toujours pas partie du parcours d'enseignement des vétérinaires. Et c'est pourquoi il est indispensable en tant que propriétaire d'en connaître les préceptes et d'essayer de les mettre en place pour préparer au mieux vous et votre cheval aux différents rendez-vous et visites côté santé. Je vous propose donc, sans plus attendre, de rejoindre la conversation entre Hélène et moi sur l'importance du soin et du medical training dans la construction de votre relation avec votre cheval. Bonjour Hélène et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je souhaiterais pour commencer que vous puissiez vous présenter en quelques mots avec vos mots et nous dire surtout comment vous vous êtes intéressée au medical training. Oui, alors je suis Hélène Roche. Ma formation, c'est une formation universitaire en éthologie appliquée. Donc j'ai un DESS d'éthologie appliquée. Aujourd'hui, on parle d'un master professionnel que j'ai fait à Paris 13 et je me suis spécialisée sur le comportement des chevaux en fait par mes stages et puis mes lectures. Et en fait, quand j'ai fait cette formation, j'avais déjà en tête le métier que j'exerce parce que pour moi, éthologue ou éthologiste, c'est pas un métier,
C'est une formation, un cursus, on peut dire un bagage de connaissances, mais pas un métier. Mon métier, c'est faire de la médiation scientifique. C'est-à-dire que je m'attache à rendre accessibles les travaux des chercheurs en éthologie, donc spécifiquement plutôt sur les chevaux, mais je me nourris aussi de connaissances sur les autres espèces. Je les rends accessibles pour les personnes qui côtoient les chevaux, soit à titre professionnel, par exemple des enseignants d'équitation, des gérants de pension, des éleveurs, pourquoi pas des vétérinaires aussi. Et aussi, je m'adresse à des personnes qui côtoient les chevaux dans le cadre de leurs loisirs, donc propriétaires de chevaux, cavaliers ou non cavaliers d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai un public assez divers, mais qui a une demande et un intérêt pour mieux comprendre les chevaux. Et ce que j'essaye de faire passer, au-delà des connaissances, c'est aussi des interrogations, des questionnements sur quels sont ces animaux qu'on a en face de nous, à la fois leur personnalité, leur manière de réagir qui leur sont propres à leur histoire à chacun. Donc voilà, je me déplace dans toute la France, un petit peu aussi au-delà, Belgique et Suisse. Et j'anime donc des stages, des conférences ou séminaires, hein, ça dépend le format qu'on vise, mais c'est soit sur une demi-heure, 1 heure, ou sur la demi-journée ou la journée. Et en plus de ça, j'anime des stages d'observation sur les chevaux de Przewalski en Lozère. Donc là, c'est un petit peu différent puisqu'on sort du cadre, je dirais, habituel de où on connaît nos chevaux. Et là, ça permet de se décentrer de ce qu'on connaît de l'univers habituel des chevaux pour s'interroger sur leur vie à l'état naturel et en particulier quels sont leurs liens sociaux et quels peuvent être les enseignements qu'on peut en tirer pour le bien-être de nos chevaux en conditions de vie domestique. Et donc par ailleurs, j'ai aussi écrit des ouvrages sur le comportement des chevaux. Donc voilà, j'essaye de toucher par différents médias, d'où l'intérêt aussi de participer à un podcast pour être sur différents modes de communication. Alors comment m'est venue l'idée ou l'envie de travailler sur le medical training ? En fait, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire que moi, en tant que propriétaire de chevaux, alors au départ plutôt d'un cheval, Caco, que j'ai eu en 2002, j'avais mon cheval en pension et j'avais petit à petit, hein, je me formais aussi à l'éthologie scientifique et puis au travail à pied. À l'époque, on parlait du horsemanship. C'est qu'en 2003 qu'on a parlé d'équitation éthologique. Donc, moi, en tant que propriétaire, j'avais pas spécialement de problème avec mon cheval dans le cadre des soins, mais j'étais attachée à faire en sorte que mon cheval me comprenne et je me penchais sur les théories de l'apprentissage et être une bonne enseignante envers mon cheval. Et donc, je décomposais les apprentissages, le travail à pied, etc. Et puis, je voyais des propriétaires qui, parfois, avaient du mal à faire un soin. Et quand j'ai davantage investi le domaine du renforcement positif, que j'ai apprivoisé, moi, dans mon coin, petit à petit, en me basant sur les connaissances théoriques que j'avais acquises à l'université, eh bien, je me suis lancée dans ce qui s'appelle le clicker training, donc une technique d'entraînement basée sur les récompenses alimentaires, avec un marqueur sonore, alors soit le son du clicker, soit un cloque de langue, par exemple, où au début, je travaillais avec le mot bien suivi de récompense. Et voyant que ça fonctionnait très bien, je me suis un peu plus renseignée, j'ai découvert qu'on appelait ça, il y avait une technique qui s'appelait le clicker training. Et puis, voyant des personnes dans ma pension qui avaient du mal à faire des soins, ça m'est arrivé de proposer tout à fait gratuitement, hein, en tant que propriétaire, on voit quelqu'un qui galère à l'écurie, on dit est-ce que tu veux que je t'aide ? La solidarité entre propriétaires et gardeurs. Voilà, solidarité, tout à fait. Est-ce que tu veux que je t'aide là quand il est 20h l'hiver, plus ou moins à la frontale ? Et puis souvent c'était oui, et puis je me suis rendu compte que il y avait quand même des difficultés là-dessus, qui étaient vraiment basées sur un manque de connaissances de comment les chevaux apprennent et comment ils comprennent la situation aussi. Donc ça m'est arrivé notamment sur une histoire de pansement, un pansement à un postérieur, un cheval qui s'était fait un clou de rue sur la fourchette, donc c'était enfoncé un clou, alors il n'y avait plus le corps étranger, hein, mais il avait de la fièvre, il boitait. Oui, le clou de rue, c'est très douloureux et c'est typiquement le genre d'incident qui demande des soins quotidiens par la suite. Exactement, il fallait défaire un pansement au postérieur, donc c'est déjà plus délicat sur les postérieurs que sur les antérieurs, et donc sur le pied, hein, vraiment sur le sabot. C'était dans la fourchette que c'était rentré. Et donc, en fait, le bruit
du V-trap là qui fait un bruit monstrueux, enfin monstrueux pour un cheval. Quand on le déroule, ben en fait ça lui faisait super peur. Donc il bougeait, juste il bougeait. Alors souvent c'est ça dans les soins, le problème numéro 1, c'est un cheval qui bouge et ce qu'on attend de lui, c'est qu'il reste immobile et le ne pas bouger, on se dit: «Ah il faut pas qu'il bouge». Ben en fait on le transforme en: «J'aimerais que tu restes immobile et moi je dis: "Je le paye pour ça"». Et donc sur ce cheval-là, j'avais vu qu'il galérait. Alors défaire le pansement, c'était je crois même que défaire le pansement, c'était pas forcément évident. Oui, car dans le cas d'un postérieur, en plus, on se retrouve en zone aveugle pour défaire le pansement. Voilà, et en plus c'est dangereux parce que, le cheval peut vite, lever le postérieur et puis, nous bousculer, même si, il veut pas forcément nous taper. Là, ce cheval-là, il cherchait pas à taper, mais juste il avait peur. Donc du coup, moi j'ai décomposé en, bien ou cloque avec la langue et récompense. Et en fait, ça a été résolu, très vite et puis, la propriétaire n'a plus besoin de me demander, d'intervenir parce qu'on avait passé, voilà, le cheval avait compris la situation et c'était bon. Et puis d'autres fois, ça a été, je me souviens, ça c'était assez amusant. Une propriétaire qui avait son cheval dans le même pré que le mien, je proposais un temps, quelques séances de travail au clicker training et puis elle avait dit: «Ah non, le clicker training, là, c'est des exercices de cirque, ça» voilà, elle était pas fan de l'idée. Et donc, elle n'avait pas fait spécialement appel à moi. Puis un jour, elle a eu des problèmes pour soigner les yeux de son cheval. Et il y a d'autres copines qui me connaissaient, qui travaillaient leurs chevaux avec cette approche-là, pas que le clicker, mais entre autres, et qui disaient: «Ah, tu sais, elle s'appelle Claudia, Claudia, tu devrais demander à Hélène». Et puis, bah, comme elle était bien embêtée parce que son cheval se laissait plus faire et qu'il fallait instiller des gouttes, je sais plus, c'était 2 ou 3 fois par jour, et ben elle était bloquée. Donc du coup, elle m'a demandé, on a décomposé ensemble, je lui ai montré comment faire pour, décomposer cet apprentissage, que le cheval participe vraiment aux soins et vienne au contact de la main et que ce soit pas nous qui allions, chercher à le toucher et à le contraindre à maintenir sa tête immobile, ce qu'il ne faisait pas. Et du coup, ça a très bien marché et par la suite, elle a continué à entretenir ça une fois le cheval même guéri et elle a même, bien voulu témoigner dans un DVD que j'ai fait sur le clicker training pour dire que voilà, ça avait transformé sa vie à ce moment-là parce qu'elle était vraiment en grosse galère, parce qu'elle avait essayé avec des récompenses alimentaires, mais plutôt pour détourner l'attention du cheval, c'est-à-dire lui mettre un seau de nourriture et pendant qu'il mangeait dans le seau, essayer de soigner l'œil, heu Du coup, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut dire qu'on utilise le leurre? Oui, oui, c'était même presque, je sais même pas si c'est vraiment du détournement de l'attention, je sais même pas si c'est du leurre vraiment, dans ce cas-là. Mais en tout cas, voilà, ça a marché une fois, peut-être 2 fois et puis après plus du tout. Donc ça c'est voilà, c'est des petits exemples, que j'ai eus. Et puis, j'ai écrit un livre qui s'appelle «Motiver son cheval», dans lequel je décris l'usage des récompenses. Dans ce livre, je me suis attachée à décrire comment débuter avec, les récompenses alimentaires, bien structurer selon la technique qu'on peut appeler, clicker training, avoir des exercices je dirais de base et puis après comment on peut, amener cet outil de communication et d'apprentissage du cheval dans son quotidien. Alors à la fois avec, des tours de cirque pour ceux que ça peut intéresser ou, dans le début du travail monté, et puis la résolution de problèmes. Et dans mon chapitre sur la résolution de problèmes, j'ai mis certains exercices, certaines progressions pour les soins. Donc j'ai décrit par exemple les injections. Alors je l'ai pas inventé, je suis allée le chercher d'une scientifique qui s'appelle Sue McDonnell, qui a décrit toute une procédure pour les chevaux qui sont difficiles aux injections et qu'elle réhabilite, parce qu'elle est dans une clinique vétérinaire aux États-Unis. Et elle décrit son processus qui est basé en fait sur le clicker training, tout à fait de la même façon, même si elle n'utilise pas l'objet clicker, elle utilise un mot suivi d'une récompense alimentaire, et elle décrit comment elle le fait pour des chevaux qui sont très difficiles, ou même aussi pour des chevaux qui posent pas de problème. Donc je l'ai fait pour voilà sur les injections, je l'ai fait également sur les soins aux yeux parce que finalement c'est quelque chose que j'ai pas mal expérimenté, qui est assez malheureusement fréquent pour des chevaux peut-être plus qui vivent dehors, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment un problème, assez fréquent, récurrent et très vite difficile à résoudre parce que, soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Enfin, c'est très binaire. C'est pas comme, sur d'autres soins où on peut, plus ou moins en étant rapide, machin. Là non, et c'est on met la goutte ou la pommade, ou on n'y arrive pas. Et du coup, ça moi je l'ai expérimenté vraiment avec,
en enseignant aux chevaux à venir au contact de la main et à maintenir l'immobilité et le contact avec les doigts et quand on approche le tube de pommade ou les gouttes. Donc ça, je l'ai décrit aussi. Et puis, je crois que j'ai décrit la tondeuse, qui est aussi basée sur un article scientifique où on habitue les chevaux au bruit de la tondeuse voilà, pour tondre. Et voilà, pour les soins, je crois que c'était tout dans ce livre-là. Donc ce livre, il est sorti en 2013. Donc moi, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait ma part sur l'entraînement aux soins. Je veux dire, le principe, il se comprend. Puis au fil des années, donc ça fait quasiment 10 ans maintenant, donc je l'ai écrit en 2012, paru en 2013, j'ai rencontré des gens qui avaient des difficultés pour les soins et qui, même si j'avais écrit Motiver son cheval, ben ils étaient pas forcément intéressés par le travail au clicker, donc ils allaient pas acheter Motiver son cheval juste pour résoudre tel problème. Et puis tel problème, c'était pas ceux que j'avais décrits dans mon livre. Alors moi je me disais, bah c'est bon, c'est quand même c'est pareil, il faut juste appliquer la même méthode. Bah en fait, voilà, moi j'ai cette expérience-là d'expérimenter les soins au quotidien avec mon cheval, mes chevaux maintenant, puisque j'en ai plusieurs, avec quelques autres, voilà, des copines ou des personnes qui ont pu être en difficulté ou que j'ai pu voir en stage. Mais en fait, moi, je suis dans cette gymnastique de comment on décompose un apprentissage en petites séquences pour que ce soit le plus simple possible pour que le cheval réussisse et aboutir à mon souhait final qui est de faire tel ou tel soin. Et donc finalement, voyant aussi l'intérêt grandissant également d'une copine qui est devenue vétérinaire et qui a fait ce sujet-là pour son doctorat vétérinaire, sa thèse vétérinaire, elle a fait sur le medical training et donc je l'ai accompagnée pour construire son mémoire et puis j'étais dans son jury d'examen. Bon, elle a repris en fait ce que j'ai fait dans Motiver son cheval et c'est assez marrant parce que les vétérinaires qui ont relu son travail ont dit, je crois une de ses encadrantes lui a dit: «Ah mais tu devrais», elle s'appelle Léa Gély, «tu devrais Léa faire des fiches pour tous les soins». Elle dit: «Bah c'est bon, je vais pas faire un catalogue, enfin c'est hyper long quoi de faire ça». Et du coup je me suis dit: «Ouais, oui c'est vrai que c'est une fois qu'on l'a fait pour quelques soins, je veux dire écrit, décrit, expliqué, on dit: «Bah c'est bon, c'est la même chose pour le reste». Mais en fait voilà, c'est peut-être un peu prétentieux de notre part ou pas forcément sympa de se dire: «Bah voilà, tout le monde peut le faire». En fait, petit à petit, je me suis dit: «Finalement, il y a peut-être besoin de faire un ouvrage spécifiquement là-dessus et en plus, ceux qui sont pas intéressés par le clicker, peut-être que c'est un moyen de les faire venir au clicker d'une façon différente». Donc voilà, je me suis attelée à ce livre-là. Donc j'ai mis un peu plus d'1 an, on va dire 2 ans à l'écrire, plus faire les photos. Donc là, j'ai écrit ce livre et par ailleurs, j'avais commencé à faire des conférences pour les vétérinaires au début. Oui, vétérinaires, conférences et puis aussi formation, ouais, stage, voilà, à la demande d'une vétérinaire pour sa clientèle. Donc j'ai fait ça et voilà, en fait, le livre, il est arrivé aussi avec l'acquisition de mon expérience sur ce sujet-là et la demande et le soutien des vétérinaires qui eux-mêmes sont un peu démunis quand il s'agit qui sont face à notre propre cheval. Eux, ils savent pas, à part la contention physique ou chimique, ils vont pas avoir forcément de proposition. Et eux-mêmes sont en difficulté après avec des chevaux qui vont pas arriver à ausculter ou à soigner, ou alors ils arrivent à les soigner, mais derrière l'observance du traitement est pas suivie parce que le propriétaire, lui, il a pas ses outils, soit de contention physique, et encore c'est pas forcément ça, c'est plutôt la contention chimique qu'il va pas pouvoir employer tous les jours. Enfin, on imagine des soins aux yeux, il va pas faire 3 fois par jour une sédation pour ça. Donc du coup, enfin tout ça m'a motivée petit à petit à, à faire émerger ce sujet en tant que tel. Alors que je me disais que je l'avais déjà traité en fait. C'est plutôt ça. Oui, et finalement, quand on est propriétaire, on commence à s'intéresser à ce sujet parce qu'on va se retrouver face à une problématique immédiate qui va être par exemple soigner effectivement un clou de rue ou alors faire une injection ou alors donner un vermifuge. Et on a du mal à sortir du cadre de cette mission et d'y voir comme un exercice qui requiert un mode d'apprentissage en tant que tel.
Alors que, forcément, si par exemple on ouvre un livre Medical Training, on sait que ça va recouvrir un ensemble finalement d'exercices autour du soin. Et du coup, c'est ça qui... Tout à en fait, fait. c'est un autre point d'entrée pour nous Ouais, permettre de c'est ça. vraiment nous intéresser en fait au sujet et de comprendre l'ensemble de la méthode Ouais, c'est et ça. des différents modes d'apprentissage autour du soin. Voilà, tout à fait. En tout cas, grâce à l'ensemble des exemples que l'on vient d'avoir, je pense qu'on commence à comprendre l'intérêt du medical training. Pour autant, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on pourrait prendre quelques secondes pour vraiment donner une définition de ce qu'est le soin coopératif? Ouais, pour moi, alors ma définition du soin coopératif, c'est un animal qui va, accepter les contacts, sur le corps ou toute intervention autour de lui sans manifester d'opposition et en étant relâché. C'est-à-dire que, certains chevaux, hein, pourraient donner l'illusion qu'ils coopèrent, alors qu'en fait, quand on est un peu plus aguerri dans l'observation, on va se rendre compte que le cheval, il a l'encolure relevée, qu'il cligne plus des yeux, Qu'il est complètement figé? qu'il est, oui, complètement figé, qu'il bouge plus les oreilles, il a le regard, vers la personne, enfin le regard, vraiment les yeux tournés vers la personne, mais sans bouger pour autant sa tête ou son encolure, et qu'il est pas du tout relâché. Donc il est dans, heu, ouais, dans une acceptation tout à fait relative. Et ce cheval-là, il serait, pas tenu, par exemple, clairement il partirait. Et donc là, dans l'idée des soins coopératifs, sans mettre de côté un peu de contention physique, alors quand je dis contention physique, c'est par exemple la présence d'un licol et d'une longe détendue pour la sécurité. Parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il y a du matériel qui peut coûter cher autour, des examens, des matériels pour examiner les chevaux, hein, je pense aux échographes, aux appareils de radiographie, etc. Donc par sécurité, on peut avoir de la contention présente sans forcément l'exercer, donc le licol et la longe, par exemple. Donc moi, je vais parler de contention physique dans ce cas-là, hein, malgré tout. Euh, on a ça, et on a un cheval qui va rester immobile, longe détendue et relâché, et qui va même, dans certains cas où on a pu pousser l'apprentissage, venir solliciter le soin. C'est-à-dire que c'est lui qui décide du moment où commence le soin. Par exemple, je décrivais les soins aux yeux. Eh bien, on va placer sa main près de la tête du cheval, mais c'est pas nous qui allons au contact, c'est lui qui fait les derniers centimètres pour venir au contact de la main. Donc s'il n'est pas prêt, parce que pour différentes raisons, hein, juste voilà, il lui faut quelques secondes pour se concentrer par exemple, eh bien on va attendre et le cheval va ensuite venir au contact. Ça nécessite de l'entraînement, c'est basé sur une réciprocité, c'est-à-dire que moi j'estime que je paye le cheval dans ces cas-là, et je vais lui donner en contrepartie des récompenses alimentaires, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux en termes de récompenses. La caresse, par exemple, n'est pas suffisamment motivante. Des gratouilles pour des poulains ou des chevaux qui seraient très 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 portés sur le contact tactile, parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à se gratter. On voit qu'ils vont faire des mimiques de plaisir avec leurs lèvres supérieures quand on les gratte. Ça pourrait remplacer la récompense alimentaire, mais pour ça, il faut vraiment que le cheval manifeste un très fort confort quand on le gratte. Mais sinon, c'est récompense alimentaire en contrepartie de, en gros, c'est l'immobilité qu'on va souvent demander, ou alors venir au contact, par exemple dans le cas des yeux que j'ai décrit. Donc ça, on a pour moi là une coopération de la part du cheval, et en plus, on sait que l'utilisation de la récompense alimentaire va créer une association positive avec la situation qu'on crée, et donc on crée un historique positif dans la relation avec la personne. Ce qui fait que le jour où on passe un, entre guillemets, vrai soin, parce qu'après, dans soin, il n'y a pas que les piqûres et les soins aux yeux quand il y a un ulcère à l'œil. On peut juste mettre des gouttes dans les yeux parce que voilà, on veut nettoyer l'œil, ou on veut inspecter. Voilà, on peut tout à fait intervenir sur toute partie du corps pour différentes raisons sans qu'il y ait une blessure. Et, et du coup, là, le cheval, il crée un historique positif, des associations positives avec la personne. Et du coup, bah, le jour où il y aurait un problème, il est déjà plus enclin à coopérer parce qu'il sait ce qu'on attend de lui. Et souvent, ce qui va perturber les chevaux dans le cadre des soins, je veux dire sans préambule, sans préalable, c'est qu'ils comprennent pas ce qu'on attend d'eux.
et de leur laisser cette possibilité de comprendre. Et donc ça passe par de l'apprentissage, mais qui peut se faire le jour J, quand il y a le problème aussi, hein, quand on sait faire. Et bien là, le cheval, ça va chez lui créer aussi un relâchement parce qu'il comprend. Il comprend qu'on veut juste en fait qu'il reste immobile et qu'on va décomposer et qu'on n'est pas là pour l'empoigner et lui faire peur. Parce que souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'ils ont peur. En plus d'avoir mal, il y a aussi cette dimension-là, ils vont avoir peur. Et grâce à cette mise en place, soit en amont, soit au moment T, on a des chevaux qui vont être d'accord et qui vont rester immobiles et qui vont permettre de faire le soin. Alors finalement, dans ce qu'on est en train de se dire, j'y vois un avantage majeur, c'est que nous, humains, on n'est pas toujours habitués à pratiquer des gestes techniques de soins. Et finalement, c'est une sorte d'entraînement commun Tout à fait. pour le Ouais. cheval qui s'apprête à recevoir des soins et à comprendre en tout cas la situation et à y voir un Oui, exercice un peu routinier qui peut s'installer. Et nous, humains, ben, en fait, s'habituer c'est ça, gérer un geste, gérer une certaine technique pour pouvoir venir administrer les soins donc au cheval, en étant complètement dégagé de toute émotivité, puisque pas forcément en situation d'urgence. mmh, Et du coup, bah, on peut se réconforter pour que le jour où il y a une situation un peu délicate, on s'en remette finalement à une sorte de routine qui existe entre nous et notre cheval. oui, c'est vrai parce que même des choses simples comme la prise de température, je dis simple parce que ça fait partie des contrôles, que le vétérinaire, par exemple, va faire ou, si vous l'appelez parce que votre cheval, vous voyez que il va pas très bien, mais bon, il y a rien de majeur, tout ça, le vétérinaire va dire: «Est-ce qu'il a de la température? Est-ce qu'il a de la fièvre, votre cheval?» Oui, c'est pas forcément su de tous, mais prendre la température, c'est vraiment un des gestes de soins, enfin en tout cas d'actes médicaux Voilà, que le propriétaire doit c'est être ça. capable de pouvoir faire en autonomie. Ouais, on devrait pouvoir, le faire soi-même et ça, si on l'a jamais fait, bah, déjà, on sait pas comment, bien tenir son thermomètre, qu'est-ce qu'on fait de la queue là qui nous gêne, devant, l'anus, combien de temps il va mettre ce saleté de thermomètre pour, sonner, voilà et tout ça, en effet, c'est des petites, choses sur lesquelles, je pense qu'en effet, vous avez raison, c'est bien de nous-mêmes, en tant qu'humains, s'entraîner à ces gestes-là pour que, bah, voilà, ce soit beaucoup plus, fluide quand on le fait et qu'il y en a une nécessité, urgente. Oui, ce qui est intéressant, et finalement on s'en rend bien compte depuis le début de notre conversation, c'est que on a donné plein d'exemples différents. Le propriétaire va être le donneur de soins de son futur cheval au quotidien. Et quand on parle de soins, il ne s'agit pas toujours d'actes médicaux en tant que tel, mais ça peut être aussi vraiment les soins du quotidien, comme on l'a vu, donner un vermifuge ou administrer des gouttes dans les yeux, etc. etc. Euh, et on ne peut pas faire forcément appel à un vétérinaire pour faire voilà, ce genre de manipulation en fait récurrente dans la vie du cheval et dans notre quotidien à ses côtés. Du coup, je me dis pour, pour continuer, est-ce qu'on pourrait pas faire un petit tour d'horizon de l'ensemble des soins en fait qui peuvent être concernés voilà, par le medical training et en tout cas par l'apprentissage en clicker training et en renforcement positif. Ouais, on peut faire un petit tour d'horizon, mais déjà, ça va être de pouvoir toucher son cheval partout. Donc, la main à plat, de pouvoir explorer toutes les parties du corps. On dit: «Bah oui, toutes les parties du corps», bah oui, mais si je veux aller entre les antérieurs, sous le ventre, au niveau des mamelles ou du fourreau, autour de l'anus ou de la vulve, ben, je dois pouvoir le faire. Alors, c'est pas, on se dit: «Bah oui, mais bon, c'est pas forcément sympa». Bah ouais, mais si vous avez une tique à enlever, bah, vous serez content de pouvoir, toucher votre cheval ou votre jument à ces endroits-là précisément, sans, que ça agace votre cheval ou qu'il gigote et que du coup, ben, la tique, vous pouvez pas l'enlever quoi, par exemple. Et ça, voilà, déjà, ça commence par pouvoir, toucher, toutes les parties du corps, du la pointe de l'oreille à la pointe de la queue, en passant par le bout du nez, et la pointe des sabots. Voilà, sans même lever un pied, parce que ça, c'est aussi, faut faire la différence entre,
je te caresse partout, même sur les jambes et donner les pieds. Ça va être pouvoir toucher aussi des parties plus internes, en particulier l'intérieur des oreilles, les gencives. C'est un examen qui va être fait par les vétérinaires quasiment systématiquement. Ils vont regarder les gencives. La couleur est un indicateur, oui. La couleur, exactement. Donc, c'est plutôt les gencives. Ça peut être au niveau de la vulve pour les juments, ça peut être au niveau des paupières, mais vous voyez que, bon, on se dit c'est plus facile au niveau de la bouche, quoi, hein, parce que les chevaux sont plus souvent manipulés au niveau de la bouche. Et puis on regarde le remplissage capillaire là, à cet endroit-là. Donc on appuie son pouce sur les gencives, on retire et puis on regarde en combien de temps la gencive se recolore. En cas de colique, ça peut être c'est un examen qui est systématiquement effectué aussi, parce que en endurance aussi, parce que ça peut refléter la déshydratation. Donc, être touché au niveau des gencives. Ça va ensuite être, pour moi aussi, pouvoir manipuler la lèvre supérieure, donc le bout du nez, pouvoir le saisir dans ses mains, avec une main, par exemple. Je pense que c'est important, alors bon, déjà, voilà, comme ça, mais c'est important aussi pour prévoir. Alors, on pourrait avoir une longue discussion pour ou contre le torné. Le torné est un outil de contention qui consiste avec une ficelle qui est attachée à un bâton, qui va s'enrouler autour de la lèvre pour quelques minutes. Normalement, le torné ne devrait pas être appliqué plus que quelques minutes, et qui va provoquer une inhibition des mouvements chez le cheval. Et normalement, l'application du torné est un pas pour les vétérinaires, hein, souvent, pour appliquer une autre contention, une contention chimique en l'occurrence, pour pouvoir travailler en sécurité. Donc ça va être, ou alors pour faire un examen assez rapide, mais par exemple, passer une sonde dans l'œsophage, il faut passer par les naseaux, il ne faut pas que le cheval bouge du tout. La sédation, voilà, ça peut être délicat dans ces cas-là, parce que ça peut avoir un effet qui n'est pas recherché, bref, pour la déglutition. Donc, le torné peut être un outil. Moi, je suis ni pour ni contre. Je pense que ça dépend vraiment, vraiment des cas. Et certains vétérinaires vont jurer que par ça. Donc là, pour moi, ce sera gênant. Si on ne jure que par ça et que par défaut, on va utiliser le torné, là, ça me gêne. Mais par contre, se dire, ça peut arriver que on est dans une situation d'urgence, le cheval est en grande souffrance et le vétérinaire n'arrive pas, pour différentes raisons, à appliquer une tranquillisation par voie veineuse ou que sais-je. Et donc là, le torné peut être utile. On va dire, dans ces pratiques-là, ça va être exceptionnel, mais voilà, on peut être confronté à l'exception. Donc pour moi, donc c'est stressant. On va dire, on est dans une situation d'urgence, c'est stressant, et le cheval serait réticent au fait qu'on lui touche le bout du nez, on va augmenter une dose de stress. Donc, à mon sens, c'est intéressant de pouvoir manipuler le cheval au niveau du bout de son nez, qu'il ait l'habitude qu'on lui saisisse le bout du nez, et que ça se soit associé à des choses positives, donc qu'il ait des récompenses pour ça. Donc du coup, le moment où il y aurait une pause de torné, ce sera pas vécu comme une agression dans un moment déjà potentiellement difficile si on en est venu à poser le torné. Donc toucher le bout du nez. Bien sûr, le torné, par contre, petite parenthèse, qui n'est pas négligeable de faire, interdit de le mettre ailleurs que sur le bout du nez. Il y a des gens qui vont l'employer sur les oreilles, c'est une catastrophe de faire ça. Donc déjà, on peut être réticent à utiliser un torné, mais alors par contre, ça devrait être interdit de le placer sur les oreilles. Donc, bout du nez, habituer son cheval à, pourquoi pas, un pli de peau. Donc là, c'est avec la main, on va saisir de la peau sur l'encolure. Donc là, c'est mieux de voir avec des images ou un vétérinaire comment ça se fait. C'est plus ou moins fort, mais il y a des chevaux qui vont se rebiffer un peu contre ça. Donc, il faut les habituer à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains vétérinaires, de la même façon, vont systématiquement prendre un pli de peau avant de faire un vaccin, par exemple. Et donc, si d'emblée le cheval se braque contre le pli de peau, la piqûre ensuite risque d'être difficile. C'est ça, c'est dommage. Donc voilà, moi je me dis qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que plus j'ai entraîné mon cheval à des situations différentes, plus le jour où il y a quelqu'un qui va avoir des manipulations un peu invasives par rapport à ce que moi je ferais d'habitude, c'est pas grave, parce qu'il a été entraîné et que pour lui, justement, c'est pas grave pour ce cheval. Donc le pli de peau, qu'on appelle aussi une contention physique, hein. On peut revenir sur la prise des pieds. La prise des pieds peut être une contention physique aussi, de sécurité. Par exemple, pour faire une palpation transrectale que vont faire les vétérinaires, on peut demander la prise d'un antérieur pour éviter que le vétérinaire se fasse bousculer
éventuellement prennent un coup de pied, ou dans le cas d'une mésothérapie, éventuellement, quand on plante des petites aiguilles sur le dos du cheval, ça peut arriver que le vétérinaire demande la prise d'un antérieur. Donc c'est pas une grosse contention, hein, juste le cheval il a un antérieur soulevé. On peut se dire ok, moi mon cheval il s'est donné les pieds. Bah d'accord, mais maintenant est-ce que votre cheval il peut donner les pieds dans plein d'endroits différents, ailleurs que là où vous le faites d'habitude pour lui curer les pieds? Bah ça c'est un entraînement. C'est-à-dire que je vais changer de lieu parce que là où je vais faire les soins, c'est pas forcément là où je lui fais le pansage habituellement. Donc ça peut être un bon exercice de dire bah tiens, là je suis dans la carrière, je vais lui demander de lever son antérieur et faire comme si je lui curais les pieds. Et puis lui donner une récompense pour ça. Ou je descends en balade et je lui demande ses pieds. Bah, ça, c'est des petits exercices qui sont assez intéressants à pratiquer. Donc voilà un peu pour on va dire les choses un peu générales. Et puis après, plus spécifiquement, dans les soins, bah, qu'est-ce qu'on a à faire? Je disais prendre la température. Donc on a la prise de température, les injections, la tonte. Alors la tonte, on peut se dire, bah ouais, pourquoi la tonte? Bah, la tonte, par exemple, vous avez un cheval qui est en poil d'hiver ou qui a une encolure un peu grasse et du coup la veine jugulaire elle est pas très visible et le vétérinaire va préférer tondre pour bien dégager cette zone-là pour pouvoir faire une intraveineuse correctement ou poser un cathéter par exemple. Donc tondre, c'est pas une grosse zone, hein, mais vous voyez déjà l'encolure c'est près de la tête. Donc si on a un cheval qui a peur du bruit de la tondeuse ou un mauvais vécu avec des tondeuses, ça peut arriver aussi, bah, on a tout intérêt à l'entraîner. Ou alors pour faire une échographie aussi d'un tendon, hein. Là, on peut avoir besoin de tondre sur un membre. On a aussi la douche. C'est pareil, la douche, en fait, on peut se dire, ah oui, c'est dans les trucs quotidiens. Oui, mais voilà, quand vous avez une plaie, parfois, ou un engorgement, quelque chose, vous avez peut-être besoin de faire la douche régulièrement. Donc la douche, le spray. Alors le spray, on peut se dire, ah oui, bah, à part le démêlant, bah, le spray il y a des désinfectants qui sont en spray. Donc on peut toujours contourner, hein, dire, ok, je vais le mettre sur un support, et puis après appliquer. Mais déjà, on risque de souiller la plaie avec un autre support. Donc le spray, habituer son cheval à un spray, c'est intéressant. Et puis après, il y a poser les pieds sur quelque chose. Alors le quelque chose étant dans le but de pouvoir faire par exemple une radio. Souvent c'est un peu l'agacement des vétérinaires ou des assistants vétérinaires parce que pour faire une radio de pied, il faut que le cheval pose son pied sur une cale qui est bien de niveau pour être vraiment horizontal. Et c'est un petit bloc de bois. Mais en fait, les chevaux, ça leur fait une drôle de sensation sous le pied, donc ils osent pas s'appuyer dessus. Et du coup, sans arrêt, dès qu'ils ont la pince du sabot dessus, bah, ils refusent d'appuyer en fait leurs pieds. Donc ça agace tout le monde et c'est un peu dommage de faire une sédation pour ça. Donc habituer son cheval à marcher sur des bâches, marcher sur des trucs différents. Et moi je dis bah prenez des tapis de voiture par exemple en caoutchouc, c'est petit et les chevaux savent très bien les éviter quand ils sont pas entraînés à ça, ils les voient très bien. Et donc les entraîner à marcher dessus, c'est important. Ou une plaque de bois, hein, tout bêtement, vous avez une chute de contreplaqué, ce que vous voulez, ben ça ce sera un exercice tout à fait profitable, que votre cheval s'entraîne à de lui-même poser son pied, et puis aussi que vous-même vous puissiez lui poser dessus tranquillement, avec précision. Donc poser ses pieds sur quelque chose. On peut aussi avoir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors les inhalateurs, malheureusement, on a beaucoup de chevaux qui sont qui sont fragilisés au niveau des voies respiratoires et qui, à un moment donné, peuvent avoir comme traitement une inhalation. Et les inhalateurs, c'est quoi pour les chevaux? C'est un peu comme nous, hein, je ne sais pas si vous avez déjà fait des inhalations. Personnellement, non, mais j'en ai déjà vu. Voilà, c'est mettre sa tête dans un truc quand même, enfin sa tête, son nez. Et pour un cheval, ça peut être un peu bizarre parce que non seulement on met le nez dans un truc, à la limite on va se dire ah, c'est un peu comme un licol sauf que c'est fermé, bon. Mais en même temps, ça fait aussi du bruit parce que souvent il y a un compresseur. Donc il y en a avec des compresseurs, il y a des tuyaux selon les modèles. Donc ça peut être un peu effrayant. Et il y a des nuages de gouttelettes qui sortent, comme c'est pas de la vapeur, hein, mais si vous voulez, ça forme des petits nuages. Et ça peut effrayer les chevaux. Ça peut être surprenant, mais ça peut effrayer les chevaux, surtout que quand ils soufflent, ça fait des plus gros nuages. Alors, s'ils soufflent, souvent c'est parce qu'ils ont un peu peur. Le machin, il fait un plus gros nuage, donc C'est un peu le cercle vicieux. Donc, les habituer progressivement à l'inhalateur, on peut le faire. On peut faire ça. Même d'autres inhalateurs qui sont ce qu'on appelle les baby halers. Alors pour ceux qui ont eu des bébés ou qui côtoient des bébés, là c'est si vous voulez comme une sorte de capsule avec
l'équivalent d'un masque pour un bébé, donc c'est assez petit, mais du coup, ce masque pour bébé en silicone, là, il est grand, suffisamment grand pour un naseau de cheval, donc ça peut faire un naseau de cheval. Donc ça, c'est une autre manière de traiter. Alors là, ça va être un naseau par naseau, un côté puis l'autre. Et là, il faut qu'il accepte, ce cheval, de respirer dans ce truc-là, et on peut l'entraîner à respirer volontairement et fort, parce que plus la respiration sera forte, meilleur sera le traitement, en fait. Et même en demandant à des vétérinaires sur ce sujet-là, ce qu'ils disent aussi, c'est que plus le cheval sera relâché, plus les respirations seront profondes et donc bénéfiques pour le traitement. Donc même dans les inhalateurs, là, les gros inhalateurs, on peut faire de la contention avec une longe de chaque côté et le brancher sur le nez du cheval, et puis voilà, mais s'il est tendu, il va pas respirer de manière profonde. Du coup, ce sera moins bénéfique pour lui, tout simplement. Donc voilà, s'entraîner pour les inhalateurs, on peut trouver des systèmes sans forcément avoir un inhalateur, mais pourquoi pas aussi parfois louer à plusieurs du matériel pour s'entraîner. Oui, je pense notamment aussi au PADAN pour s'entraîner au passage du dentiste. Voilà, je viens sur les soins dentaires, en effet. Les soins dentaires, c'est tout un ensemble, tout un attirail. Donc on peut revenir sur le bruit de la tondeuse. Le bruit de la tondeuse, si vous entraînez votre cheval avec une brosse à dents électrique, vous pouvez en profiter pour aller jusque sur le visage du cheval, sur sa tête, et faire des vibrations sur sa tête. Donc tout ça progressivement, hein, jusqu'à ce qu'il puisse l'accepter et que de lui-même il vienne au contact. Et bien ça va le préparer aussi pour les soins dentaires, parce qu'avec les râpes électriques, il y a du bruit, il y a des vibrations. Et donc ça va vraiment être bénéfique pour que le cheval soit plus tranquille au moment des soins dentaires. Et puis ces contacts métalliques, là, l'ouvre-bouche qui s'appelle aussi PADAN, c'est un contact sur les dents, c'est froid, c'est pas forcément agréable, même pour des chevaux qui ont l'habitude d'avoir des morts en métal dans la bouche. Du coup, on peut les entraîner aussi, même moi j'ai entraîné mon poney qui avait jamais eu de soins dentaires, il avait jamais eu de mort parce que voilà, ça se prête pas sur ce poney, c'est un tout petit Shetland, il y a vraiment pas la place ni l'intérêt dans ce qu'on fait. Et donc j'ai pris le mors de mon cheval, un grand mors en métal, et d'abord je lui ai fait toucher volontairement, puis introduit dans la bouche, laissé recracher, et j'ai même fait exprès que ça lui cogne les dents. Mais je l'ai récompensé à chaque fois. Donc du coup, c'est devenu quelque chose de OK, c'est pas super agréable, mais en même temps, c'est pas grave. Et même, c'est payant. Donc c'est plutôt sympa. Et donc ça a permis de préparer pour les soins dentaires. Après, voilà, sur les soins dentaires, moi, je suis partagée justement avec ce poney. J'ai eu 3 fois des soins dentaires qui se sont très bien passés, avec 2 fois la même personne, une autre fois avec une personne différente, même une 4e personne différente. Enfin, 3 personnes différentes sur 4 soins. Et il y a une autre fois avec un autre professionnel, ça s'est mal passé. Bon, j'arrive pas à déterminer pourquoi. Du coup, la fois, et donc il s'est, pour dire mal passé, c'est-à-dire qu'il a commencé à se mettre debout une première fois, légèrement, une deuxième fois un peu plus fort, et une troisième fois à la verticale, avec bien sûr le PADAN écarté, donc la bouche ouverte, donc c'est hyper dangereux parce qu'ils peuvent se fracturer la mâchoire dans ces cas-là. Et là, je ne sais pas dire pour quelle raison ça s'est mal passé. C'était pas le moment où il y avait la râpe électrique, c'est quelque chose que faisait dans sa bouche le praticien dentaire équin, et j'ai pas la solution. Donc bon, moi ma solution ça a été de pas refaire appel à cette personne-là, puisque les 3 autres personnes ça s'était bien passé. Mais du coup, la fois suivante, donc cette année en l'occurrence, j'ai, pour ma sérénité, pour la sienne, j'ai choisi de faire sous sédation avec la vétérinaire. Pour être sûr que voilà, je puisse lui entretenir les dents, et la prochaine fois, je pense qu'on essaiera de nouveau sans sédation. Mais voilà, je suis pas non plus opposée à la sédation, parce que là, c'était extrêmement dangereux, la réaction qu'il avait eue, et ça tenait au praticien et pas à moi, là, pour le coup, puisque j'avais un historique de 4 années précédentes où on avait pu lui faire bien. Donc les soins dentaires, et puis qu'est-ce qu'on peut rajouter? J'avais dit poser un pied sur une surface inconnue, mais aussi les 4 pieds sur une surface inconnue. Qu'est-ce que ça peut apporter ça? Le jour où il y a besoin, par exemple en clinique, de peser un cheval, il y a plein de chevaux qui vont être réticents à mettre leurs pieds. Alors il y a plein de balances différentes, parfois avec une marche, parfois contre un mur, parfois pas contre un mur, parfois ça brille pas, mais plus les chevaux sont habitués à mettre les pieds sur un coup sur une bâche, un coup sur un tapis, un coup sur dans une flaque, plus on les habitue à ça, plus ce sera facile le jour où, par exemple, c'est aller sur une balance. Et puis, deux derniers points. Alors, j'ai peut-être pas fait tout le tour, mais Oui, ça nous donne déjà quand même un large spectre de tout ce qu'il est possible de faire. c'est aller dans un espace étroit. Alors, ça peut même servir pour monter dans un vent. Vous faites un auxerre
assez large, donc 2 barres d'obstacles, un peu écartées, et vous entraînez votre cheval à passer dans cet espace, à s'arrêter dedans, à reculer. Et ben ça peut l'entraîner pour aller dans une barre de contention pour un examen en clinique vétérinaire. Et ça peut tout à fait rendre service parce que en clinique vétérinaire, ils peuvent aller dans ces barres d'examen et donc avoir un petit historique de manipuler le cheval pas à pas, rentrer dans un espace exigu, bah, c'est tout à fait, voilà, tout à fait profitable. Et puis aussi, entraîner le cheval à aller dans des endroits qu'il a pas toujours l'habitude de fréquenter. Parce que si vous voyez par exemple que tel vétérinaire ausculte à tel endroit ou ne veut pas examiner le cheval dans le pré, parce qu'on peut tout à fait faire des examens dans un pré, mais il y a certains autres examens qui vont être plus compliqués à réaliser, parce que je sais pas moi, il y a de la boue et que c'est un problème au niveau du pied. Oui, on oublie, mais on n'a pas toujours en fait l'accès à l'électricité ou à l'eau propre au Exactement. pré, donc c'est important. Voilà, donc habituer le cheval à aller dans différents endroits et à rester immobile à ces endroits-là, c'est important. Et aussi, chose auquel on pense pas forcément si on a un cheval qui vit au pré, et ben c'est pouvoir être serein dans un box. Pourquoi dans un box? Parce que un jour, si on a besoin d'examiner l'œil d'un cheval et que vous avez un box à disposition, le vétérinaire peut demander que le cheval soit dans l'obscurité la plus importante possible, parce que ça permet un meilleur examen de l'œil. Et donc le box s'y prête bien. Et si votre cheval n'est jamais rentré dans un box, ou très rarement, qu'il y a des mauvais souvenirs, bah, ça va être compliqué. Et puis, bah, pareil, s'il va en clinique, on peut mettre à disposition un box d'attente pour patienter, ou alors une hospitalisation, bah, c'est bien aussi que le cheval ait l'habitude de fréquenter les box. Donc voilà, habituer son cheval à y rentrer volontairement, avoir des récompenses à cet endroit-là, bah, je pense que c'est hyper précieux. Puis bien sûr, hein, les vermifuges, donc ce qu'on peut mettre dans la bouche d'un cheval, tout ça, le cheval peut aller de lui-même au contact de la seringue et prendre, venir, voilà, ne pas fuir la seringue qui vient au niveau de sa bouche. Merci Hélène, je crois qu'on a fait un sacré tour de ce qu'il est possible de faire. Je crois aussi. Alors là, c'est le moment où je vous annonce que nous ne sommes qu'à la moitié de l'épisode. Je vous propose donc un court entracte pour celles et ceux qui auraient besoin de faire une pause ou de choisir un moment dans l'épisode pour savoir où s'arrêter avant d'en écouter la deuxième partie. Pour les autres, nous allons enchaîner tout de suite. Nous y parlerons âge du cheval, expérience, conditions d'apprentissage et environnement pour que le medical training soit une réussite. Vous êtes prêts ? C'est parti. J'aimerais maintenant que l'on parle en fait du contexte dans lequel se placer pour démarrer ces séances de medical training. Donc du coup, pour être un petit peu plus précise, quels sont les prérequis qu'il faut déjà avoir avec son cheval et qu'il faut mettre en place, et vraiment quel cadre doit-on privilégier pour faire les séances. On a parlé un tout petit peu avant de contention, justement, ne serait-ce que par le port du licol et par une longe. Donc, que doit-on faire pour assurer sa sécurité et permettre au cheval qu'il comprenne bien, en fait, qu'il a le choix pour justement respecter, on va dire, l'apprentissage dans la coopération. Oui, c'est ça. Moi, je vais plutôt privilégier cet aspect-là, un environnement si possible ouvert. Donc pourquoi pas s'entraîner d'abord dans le pré ou dans la carrière ou le rond de longe. Enfin, pas des endroits auxquels on se dit bah tiens, c'est là que je vais faire des soins. C'est pas forcément ça auquel on pense en premier pour les soins. On peut donc se dire qu'on va d'abord chercher à travailler le cheval, ou en tout cas à introduire les soins dans un environnement qui est confortable pour le cheval, qui soit synonyme en fait de détente et non pas de stress. Alors déjà ça pour peut, commencer. oui, il y a ça aussi. Non, mais là j'étais plutôt sur l'aspect ouvert avec pas des trucs sur lesquels on peut se cogner ou se faire coincer et bousculer. Donc on va, si on se met dans la carrière par exemple, on va pas se mettre juste à côté d'un obstacle qui est monté, enfin, ou des trucs qui sont au sol. On essaye de s'arranger pour pas se prendre les pieds dans les choses. Et puis en effet, un environnement
qui est serein et propice à l'apprentissage pour le cheval. Donc ça peut être, s'il est bien au lieu de pansage, bah, ce sera là. S'il est bien dans le rond de longe, bah, ce sera là. S'il est bien dans le pré, ça peut être là. Enfin, c'est un endroit où, voilà, où c'est propice pour qu'il apprenne sereinement. Donc peu importe l'endroit. Et puis, en effet, moi, je vais vraiment préférer pas attaché, pour que le cheval, c'est aussi je dirais un peu le deal dans les soins coopératifs, c'est qu'on est à l'écoute de ce que va exprimer le cheval, et que s'il n'est pas confortable, si quelque chose ne lui va pas, il peut le dire. Alors, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, une scientifique qui dit que le cheval peut dire des choses. Oui, il dit dans le sens où il va s'exprimer par un mouvement, et si on le prend comme une information à laquelle on va nous adapter, le cheval comprend qu'on y accorde de l'importance et qu'on sait y réagir et qu'on sait arrêter et revenir en arrière sur des étapes qu'il va supporter. Et donc, on est dans une communication. Donc, ça me gêne pas de dire que le cheval dit quelque chose. Donc, si le cheval fait un pas en avant quand on se met à le toucher, mettons avec un cure-dent pour simuler une injection, bah, c'est que c'était peut-être un petit peu trop. Mais s'il est attaché, ben, il sait qu'il est attaché, donc il pourra pas forcément faire ça. Donc soit il prend sur lui, il sera pas du tout relâché, ou alors il passe au cran du dessus pour s'exprimer en disant bah voilà, moi je peux pas bouger, donc je vais mordre ou je vais taper par exemple. Donc pour moi, le fait d'avoir un licol et une longe détendue, c'est le gage de l'expression du cheval et de pouvoir en tenir compte au moindre signal qu'il va exprimer. Et de décomposer en autant d'étapes simples que possible pour que le cheval réussisse. Et après, dans les techniques, alors, donc j'ai évoqué licol et longe quand même par sécurité. Après, on peut tout à fait aussi procéder autrement, c'est-à-dire en contact protégé, c'est-à-dire le cheval dans un box, le box est fermé et moi je suis à l'extérieur. On peut aussi entraîner un cheval de cette façon-là, hein. C'est tout à fait possible, ce qui fait que si le cheval se fâche, qu'il est envahissant, que ça se passe pas bien, on a juste à s'écarter et on est en sécurité, et le cheval aussi. Et il est dans un environnement qu'il connaît. Donc ça peut être valable sur des chevaux qui pourraient être, par exemple, assez agressifs, ou que, voilà, on est plus à l'aise de dire: «Ah bah, j'ai pas un licol et une longe à manipuler, mon cheval, il est bien dans son box, je peux faire de cette façon-là aussi». Donc ça, c'est aussi une manière de faire. Après, pour ce qui est de faire en liberté totale dans l'espace même du cheval, c'est pas ce vers quoi j'inciterais tout de suite, quelqu'un avec son cheval s'il a pas établi une relation, et ça, j'ai pas de critères pour dire, vous avez établi une relation avec votre cheval ou pas. C'est pour ça que je vais plutôt préconiser le licol et la longe détendue, voire la longe, qu'on pose sur notre bras ou sur l'encolure du cheval, pour pouvoir ramener le bout du nez du cheval si jamais, il partait et que, pour éviter un coup de pied. Mais, en liberté, on peut tout à fait aussi, faire des entraînements. Mais je vais pas inciter à aller vers ça en premier. Et les techniques, bah, en fait, les techniques, moi, la technique que je privilégie, c'est la technique dite, enfin appelée clicker training, donc avec un son qui va marquer le comportement qu'on veut. Donc, en gros, en soins, c'est très souvent l'immobilité. Donc, moi, je vais faire ça avec ma langue et donner une récompense alimentaire. Après, on peut combiner des techniques aussi, faire de l'approche-retrait. Quand je disais tout à l'heure, toucher toutes les zones du corps du cheval, je vois que mon cheval ou ma jument est un peu réticent à ce que j'aille vers l'entrecuisse. J'y vais un petit peu, je vois que le cheval prend sur lui pour pas bouger. Clic, j'enlève ma main, récompense. Je reprends, j'y retourne un tout petit peu, je m'approche un peu plus, je vois que le cheval reste immobile, se manifeste pas. J'arrête, je clique, je récompense. Et donc ça, je combine de l'approche retrait et du clicker training. Donc on peut avoir plusieurs cordes à son arc et c'est souhaitable, hein, d'avoir plusieurs techniques disponibles. Moi, je privilégie le clicker training à chaque fois parce que je trouve que on a une contrepartie plus forte pour que le cheval adhère tout de suite au comportement qu'on attend de lui, qui est l'immobilité. Ou alors, dans le soin aux yeux, alors là par contre dans les soins aux yeux, je dis, moi je trouve que le plus puissant, c'est le contact volontaire de la part du cheval. C'est lui qui vient au contact. Ça, je trouve ça extrêmement puissant et vraiment très intéressant et plus durable enfin même, oui, très solide après dans la qualité de ce qu'on arrive à faire sur les soins et à administrer dans les yeux des chevaux, quoi. Donc voilà, il y a plusieurs techniques, mais moi je mets en avant plus le clicker training, mais pas seulement.
Super clair, merci beaucoup. Du coup, ce qui me vient maintenant à l'esprit, c'est de se poser la question du nombre de séances, ou en tout cas peut-être plus de la fréquence nécessaire pour se conforter dans un acquis et créer justement cette routine dont on parlait, cette habitude et cette routine des soins. J'ai un exemple qui me vient en tête, typiquement, je travaille mon vermifuge, je commence 3 semaines avant, et puis se passe le vermifuge, et ensuite j'arrête tout, j'arrête l'exercice pendant 3 mois jusqu'au prochain. Est-ce qu'on peut vraiment se dire que d'agir de la sorte, ça garantit que finalement l'exercice avait été acquis et que à la prochaine fois dont on va en avoir besoin, finalement, que ce soit un succès? Alors, j'ai 2 réponses, c'est-à-dire que je pense qu'une fois que c'est acquis, c'est bien de l'entretenir. Hem et puis les chevaux prennent plaisir aussi, parce que c'est quelque chose finalement, sur lequel il y a une bonne contrepartie qui les intéresse, donc ils sont bien motivés pour participer. Donc je pense qu'on a vraiment intérêt à faire ça, et aussi, il y a quand même quelques soins dans lesquels ça se passe pas bien de leur point de vue, malgré l'entraînement. C'est-à-dire, typiquement le vermifuge, sur certains chevaux, le jour où c'est vraiment la pâte de vermifuge, ils aiment pas ce goût-là, donc derrière, ils veulent même pas prendre une récompense parce qu'ils trouvent que le goût est trop pourri dans leur bouche, et du coup, ils sont un peu vexés, quoi. Je pense qu'on peut vraiment dire les choses comme ça. Sur les 4, c'est le seul qui réagit fortement comme ça. C'est-à-dire que dès que je lui ai fait, il s'en va, et puis on a l'impression qu'il boude, quoi. Il veut plus que je l'approche, tout ça. Et puis une fois qu'il aura bu, mangé, tout ça, c'est bon, il voudra bien participer à d'autres trucs. Mais sur je pense l'heure qui suit, c'est pas la peine de trop lui parler. Et il est un peu vexé par le sujet. Alors que lui mettre des choses dans la bouche, si c'est pas du vermifuge, il y a aucun problème. Donc là, oui, dans ces cas-là, je pense qu'on a vraiment intérêt à renforcer l'idée que mettre quelque chose dans la bouche, c'est pas systématiquement pour le vermifuge. Parce qu'on a quand même ce souci-là. Et puis, certains entraîneurs, là je pense aux clickers, hein, pas spécialement chevaux, mais sur des animaux sauvages, ils disaient par exemple pour une injection, donc une fois où on va traverser la barrière de la peau qui fait forcément un peu mal, ils disent il faudrait faire 100 fois l'entraînement sans percer la peau. Alors moi donc ça c'est Ken Ramirez, un auteur assez connu, un entraîneur assez connu aux États-Unis, et je me disais ouais, 100 tout de suite, ça nous fait un chiffre, on se dit: «Ah, c'est une barrière insurmontable, attends, tu je vais jamais entraîner, j'ai un vaccin là qui vient, je vais pas entraîner 100 fois mon cheval». Mais en fait, si on se rend compte que au cours d'une séance, on va récompenser 10 fois son cheval, et c'est pas beaucoup, hein, 10 petits bouts de carotte ou 10 petits bonbons, je pense qu'en 2 minutes, c'est fait, vraiment. Là, j'ai chronométré sur un dernier stage, sur des entraînements, on faisait des sessions de 2 minutes par cheval et on y revenait, hein, mais voilà, en 2 minutes, on peut passer 10 récompenses. Donc déjà, en termes de temps, on voit, ça soulage un peu, c'est pas, c'est pas 100 heures, quoi. Et après, on le fait, se dire: on le fait 10 fois. On peut se dire: voilà, j'ai fait 10 fois là, demain je ferai 10 fois. Enfin, peut-être ce sera en 10, c'est sûr, ce sera peut-être en 10 séances, mais peut-être qu'un coup j'aurais fait 15 fois et un coup je me serais pas rendu compte, mais j'aurais fait 20 fois. Et donc finalement, c'est pas si énorme que ça. Et puis dans certains cas, quand même on peut se rassurer aussi, il y a bien des fois où il n'y a pas forcément besoin de répéter, parce que c'est acquis et c'est plutôt stable et c'est pas perturbant. Et même percer la peau, par exemple, là j'ai fait un vaccin hier sur mon poulain qui a 3 ans. Bon, il ouvre un peu plus l'œil quand on voit qu'il y a la piqûre, mais il ne bouge pas un pied et ça a pas l'air de le traumatiser outre mesure, hein. Donc bien sûr, il obtient une récompense à ce moment-là, mais je suis pas sûre que j'aille l'entraîner 10 000 fois, quoi. Parce que j'ai pas de soucis. Par contre, mon poney, oui, c'est différent. Et puis par exemple, sur la prise de température, sur lequel j'avais eu moi un souci, enfin un souci, j'avais un poney compliqué, donc voilà, ça il a réagi fortement la 1re fois qu'on a essayé de lui prendre la température, parce que comme une propriétaire indigne, j'avais omis le fait que pour faire un vaccin, il fallait prendre la température. Et donc je me suis retrouvée avec la vétérinaire voulant prendre la température de mon poney, et je dis: «Oups, je suis désolée, je l'ai pas entraîné». Donc ça faisait 1 an que j'avais mon poney.
Je dis: «Il a déjà eu une croupière, on peut lui toucher autour de l'anus, sous la queue», mais j'ai jamais mis un thermomètre et connaissant l'énergumène, je me doutais que ça risquait de poser problème. Et en effet, quand elle a introduit le thermomètre, donc c'était pas toucher l'anus, c'est l'introduction du thermomètre, le poney, il a fait un bond en avant. Donc bon, je l'ai tenu et j'ai demandé si elle avait un petit peu de temps, si on pouvait si je pouvais l'entraîner là, et je pensais pouvoir y arriver. Et en effet, en moins de 5 minutes, en travaillant au clicker, sachant qu'il avait un historique de travail au clicker, j'ai pu, moi, sans qu'elle tienne le poney, hein, c'est moi qui tenais le poney, longe détendue, j'ai pu prendre la température et du coup, on a pu faire l'injection, parce que je l'avais entraînée pour les injections, mais pas pour la température. Et puis, il y a eu le rappel, un mois plus tard. Et là, je me suis dit, ah zut, mince, j'étais prise dans mes trucs, j'avais pas entraîné mon poney, donc j'ai réalisé ça 2 jours avant de faire le rappel. Je me dis bon mince, la température là. Bon bah j'avais euh, un petit flacon d'eau pour du sérum physiologique pour les yeux qui était vide. Je l'avais dans ma sacoche, je l'ai sorti, le poney était en liberté, j'ai soulevé sa queue, je l'ai picoté autour de l'anus. Il a un peu, il s'est contracté, mais il a pas bougé. Je l'ai cliqué et récompensé. Et après, j'ai pris mon thermomètre et je lui ai mis, ça n'a posé aucun problème. Et quand la vétérinaire est venue, donc je l'ai fait 2 fois, la vétérinaire est venue le lendemain, et ben elle a pu, elle, prendre la température, longe détendue. Alors le poney n'était pas relâché, mais il était d'accord de rester immobile et on va dire sous contrat. C'est-à-dire, il bouge pas, il est payé en contrepartie et on peut faire notre examen. Et petit à petit, ça s'améliore au fil des ans sans forcément que je lui prenne la température tous les jours. Je le prends de temps en temps quand même en guise de rappel. Et puis parfois, c'est une personne différente, par exemple mes enfants, qui peuvent le faire aussi. Donc voilà, l'histoire de la fréquence. Je pense que quand c'est un apprentissage en cours, on peut être un peu plus assidu, faire ça régulièrement. Puis en plus, c'est assez gratifiant pour nous parce qu'on voit une progression. Donc je pense que ça, c'est assez satisfaisant aussi de se dire, allez, je passe le cap là d'arriver à faire ça. Voilà, on passe des étapes. Mais si on le fait une fois par semaine, c'est bien aussi. Il y a une progression une fois par semaine, hein. Il y a vraiment des gros progrès une fois par semaine et même une fois par mois. Donc voilà, faut pas non plus se mettre martel en tête en se disant: «Oh là, j'ai pas assez de temps ou je suis pas assez assidu». On peut avoir une progression quand même. Ce qui est intéressant alors, c'est de voir que c'est finalement des petits exercices qui permettent de faire travailler le cheval mentalement, parce qu'il est en fait acteur de sa séance. Ça permet donc de tisser une autre forme de relation, ça vient construire une relation de confiance, comme un peu un pacte entre lui et nous, en fait. Et donc les soins médicaux deviennent alors un moment ludique et participatif au lieu d'être juste contraignant, que ce soit pour l'humain ou le cheval. En plus, ça paye parce qu'en fait, il y a la récompense. Donc, même si le cheval ne fait pas forcément ça que pour la récompense, c'est un moyen d'échange en fait entre lui et nous. Alors, je me demandais, est-ce que cela vient vraiment changer entièrement la nature de la relation ? Ça, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, ça vient certainement l'enrichir. Ouais, je pense même que on peut, hein, changer, le point de vue du cheval sur ce qu'on lui fait subir puisqu'on lui fait plus subir, en fait. Et ça, moi, je l'ai vu sur, alors là, pour le coup, sur 2 chevaux âgés. Señorita qui avait, autour de 27 ans. Enfin, en tout cas, je m'en suis occupée surtout les dernières années de sa vie, donc de 30 à 35 ans. Une jument qui se laissait pas attraper et voilà, voir quelqu'un arriver, c'était forcément elle prenait la fuite. Donc déjà, il y avait la phase de pouvoir l'attraper, mais même après, finalement, je me souviens d'une fois où on voulait examiner au niveau de la vulve parce qu'elle avait des écoulements, des infections probablement à répétition et tout ça. Donc, il fallait faire une palpation à ce niveau-là. Et bon, bah, quand la vétérinaire a commencé à la toucher, la jument a tressailli, elle s'est mise à bouger. Enfin, c'était impossible d'envisager de mettre le bras dans son vagin, quoi. Et mais bon, moi, je l'ai quand même récompensée quand elle a été immobile, quand elle a été touchée. La véto était très posée et y allait progressivement aussi. Et donc, du premier coup, on s'est dit, oula, là, c'est mal engagé, ça va pas être possible. Et ben en fait, la jument, elle a changé de comportement. Enfin, elle a accepté. Je dis pas non plus qu'elle était relâchée, mais elle est restée immobile. Elle a pas cherché, par exemple, à fuir ou à taper, et on a pu faire l'examen. Donc ça, c'était quand même
Après, on avait tissé toutes les 2 une relation, de confiance, hein, c'est sûr. Et pareil avec un vieux cheval aussi de Samson qui avait, 24 ans, pareil, qui se laissait pas attraper, qui était réputé violent, pour les soins quand il était en club, de ses 3 ans à ses 18 ans. Lui, pourquoi je m'en suis occupée? C'est parce qu'on pouvait plus le vermifuger, du coup il était pas pareil non plus, pas vacciné et cetera. Bon, moi mon objectif c'était quand même qu'il soit vermifugé, donc c'était un peu, je m'étais un peu mis ça dans le crâne. Alors, comment je l'ai apprivoisé? C'était d'abord pouvoir l'approcher, le gratouiller, lui donner une récompense, m'en aller et puis après une fois que j'ai pu mettre le licol, pendant une semaine, je suis venue lui donner à manger, dans un seau et je l'ai trahi une fois avec, mon vermifuge, que j'avais dans ma sacoche et il a très bien reconnu ce que c'était parce qu'il était en train de manger. Déjà, je me suis demandé ce qui lui arrivait. Il est venu comme il venait d'habitude et j'avais en fait le piston du vermifuge qui dépassait de la sacoche. Donc c'était blanc, ça contrastait. Donc ça se repérait, mais moi j'avais il l'avait vu. Donc quand il s'est approché, il s'est arrêté net. Il m'a regardé, en plus c'était un grand cheval, il m'a regardé de sa hauteur. Puis voyant que bon, c'était moi, il y avait le seau, tout ça, on avait quand même un peu discuté ensemble plusieurs jours, je semblais être quelqu'un de fiable. Je pense que c'était un peu ça qu'il a calculé, quoi. Il est venu manger, je lui ai mis son licol et tout. Il était en bout de longe, enfin en bout de longe, j'avais ma longe détendue pendant qu'il mangeait. Puis avant qu'il ait fini de manger, j'ai touché au vermifuge en me disant: «Je vais lui donner maintenant». Et là, le cheval, il a reculé de 5 pas, de façon vive, hein, en relevant l'encolure, il a reculé à fond, et je me suis dit: «D'accord, OK, j'ai compris, le vermifuge, tu l'as très, très bien vu, mais en y allant gentiment, approche, retrait, clic, récompense, j'ai pu lui administrer son vermifuge et ça n'a pas détruit notre relation et par la suite, j'ai plus jamais eu, quand je l'ai revermifugé d'autres fois, cette réaction de reculer vivement quand j'avais le vermifuge, de s'inquiéter comme ça et j'ai pu lui faire, alors c'était du coup, en présence du vétérinaire, mais c'était moi qui faisais, le vaccin parce que là, ça pouvait être encore au début un peu compliqué que quelqu'un d'autre, s'approche de lui. Mais du coup, je veux dire, il m'en a pas tenu rigueur en quelque sorte. C'est-à-dire que je compensais par, voilà, le nombre de fois où j'allais le voir aussi et puis, ça se passait bien en fait à chaque fois. Donc finalement, même après, il y a une autre copine qui a pu s'en occuper et lui faire des soins sans que ça pose problème. Donc oui, je pense qu'on peut aussi inverser la vapeur et même, créer, d'autres relations avec des chevaux qui ont pas forcément un passif, facile avec les soins. Du coup, ce qui est génial, c'est que dans les 2 exemples là qui viennent d'être donnés, ce sont des chevaux âgés, ce qui confirme que le cheval apprend bien à tout âge. Alors, on en avait parlé en préparant cet épisode, mais bon, moi j'ai une jeune jument de 4 ans et il était évident, et il est toujours évident que cela doit faire partie de son cycle d'apprentissage. Pour autant, on voit bien que n'importe quel cheval, qu'il vienne du club, des courses ou qu'il soit même retraité, en fait, il est capable de réapprendre, grâce au medical training, à accepter les soins et à les aborder, en fait, dans une attitude coopérative. Et ça, pour le coup, c'est une excellente nouvelle. Ouais, 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 tout à fait et je pense que, ça revient un peu peut-être sur mon aspiration à aller vers le clicker training avec cette, quelque part la nourriture qui est une monnaie d'échange. Moi, je vois ça plutôt du côté noble, hein, c'est-à-dire que pour moi, c'est un moyen de communiquer. L'aspect de donner une contrepartie, ça fait partie de ce qui facilite la communication entre le cheval et la personne et je parle bien de communication. Je suis pas juste sur de l'éducation dans le sens où, on enseignerait au cheval à se comporter de telle ou telle manière. Là, il y a aussi un état d'esprit pour moi qui va avec, mais ça après c'est à chacun de se l'approprier et d'en faire quelque chose. C'est que je vais tenir compte de ce qu'exprime le cheval et c'est en ça que, pour moi, c'est de la communication parce que du coup, le cheval comprend qu'il a le droit de s'exprimer. Alors ça veut pas dire faire n'importe quoi, hein, mais il comprend qu'on tient compte de ce que lui fait et donc, dans ces cas-là, ça devient de la communication. Si C'est un dialogue. voilà, c'est un dialogue. Si chacun est attentif aux signaux de l'autre, on en arrive à, du dialogue et de l'échange et pas juste, à voix unique où moi je demanderai des choses à mon cheval, je demanderai et tant mieux il fait, bon je le paye en contrepartie, bon OK, il a compris, c'est bien. Mais en même temps,
je fais attention à ce qu'il fait et ce qu'il peut exprimer et certains désaccords. Quand je dis désaccord, ça peut être la peur, hein. La peur peut être source de désaccord ou l'inconfort, l'inquiétude par rapport à un environnement, et cetera. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on pense souvent à tort que c'est contre nous, mais finalement, n'ayant pas la parole, le cheval ne peut s'exprimer que par sa gestuelle. Et quand celle-ci est impressionnante, on le voit comme un problème de comportement bien souvent. Or, il n'en est rien. Ouais, ou c'est la résignation. Ce qu'on cherche à tout prix à éviter. On vient de voir que l'on peut apprendre au cheval de tout âge. J'ai envie de revenir sur la contention maintenant, que l'on a déjà un peu mentionné. On peut rappeler les différentes techniques. Quand on parle de contention, elles sont soit physiques, soit chimiques. On a d'ailleurs évoqué le torné, le fait de prendre un antérieur aussi. Tout ça dans le but de maintenir le cheval immobile pour administrer le soin. On a parlé aussi de contention chimique qui se fait par injection. Cette dernière est assez fréquente aujourd'hui pour tout un tas d'examens, souvent d'ailleurs en dentisterie, ou dans le cas de certaines radios car le matériel coûte cher et bien évidemment le vétérinaire ne peut pas forcément prendre le risque de le casser si jamais le cheval réagissait fortement à son contact. Pour autant, cette dernière n'est pas sans conséquence puisque le cheval est donc dans un état second pendant une certaine durée. On comprend bien qu'on ne peut pas faire des injections pour chaque petit soin ou lors d'un traitement qui demande des soins réguliers plusieurs fois par jour. Alors, ma prochaine question, c'est, dans le cas de chevaux qui n'auraient connu que ces méthodes, est-ce qu'ils arrivent finalement à accepter le soin coopératif par la suite ? Je pense que oui. Alors j'ai pas de retour d'expérience sur l'usage répété de la contention chimique et sur les conséquences que ça pourrait avoir. L'hypothèse que j'ai, c'est plutôt qu'il y a un non-apprentissage et donc peut-être c'est au moins pas d'expérience traumatisante répétée, mais pas d'apprentissage. Par exemple, des chevaux qui vont être tondus sous sédation systématiquement. Ils ont rien appris, mais en même temps, ça se passe pas hyper mal pour eux. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment ils le vivent sous sédation à ce moment-là. En tout cas, c'est des chevaux qui clairement peuvent apprendre derrière à être immobile, par exemple pour de la tonte. Ça, c'est un témoignage là que j'ai eu sur un stage de medical training que j'avais fait à Mont-de-Marsan et une propriétaire qui avait récupéré un pur sang réformé de course et qui craignait de le tondre. Enfin, il était jusque-là tondu sous sédation et elle se sentait pas d'attaque de le faire. Et puis, dans le stage qu'on a fait, ça s'est bien passé. On a travaillé, donc moi je mets en avant la technique au clicker. Et ben, par la suite, elle a fait un retour à sa vétérinaire qui avait organisé donc ce stage, en disant: «Bah, là, cette année», donc c'était 4 ou 5 mois après, hein, puisqu'on l'avait fait à l'automne et je crois qu'elle avait témoigné de ça, en janvier ou février. Elle a dit: «Bah, là, cette année, j'ai entraîné mon cheval et on a pu le tondre sans sédation et sans torner», voilà. Donc on a ça. Donc là, je pense que, voilà, ça peut être un exemple et sur, la contention physique, bah, je pense enfin voilà, tous les chevaux que j'ai pu rencontrer, enfin clairement ils peuvent changer du tout au tout, même le jour même, hein, ou dans la même journée, d'être violents dans la contention physique et coopératifs, dans une autre option. Après, c'est bien de changer de cadre aussi. Je pense qu'il y a certains environnements qui vont amener du stress et il y a peut-être même du conditionnement classique qui se fait, c'est-à-dire que cet endroit-là, il est associé à un truc désagréable, tel matériel, tel truc et donc ça peut être pas mal de dire: «OK, bah là, il s'est montré», j'avais un exemple sur des soins aux yeux, d'urgence. Le cheval s'était montré violent dans un soin au box, à 2 reprises, enfin 2 tentatives quoi. Bah, du coup, moi, je suis intervenue, j'ai sorti le cheval du box, je suis allée le faire dans un paddock, donc un environnement plus ouvert, en licol et en longe, au clicker. Un cheval qui connaissait déjà, qui avait un historique quand même de clicker et en une demi-heure, on a pu lui faire à 2, donc avec de la contention physique quand même. Là, c'était tenir un peu la tête parce que j'étais pas au stade où il pouvait venir au contact de la main, voilà, il avait pas encore suffisamment appris, mais à 2, sans se mettre en danger et sans qu'il manifeste un désaccord à aucun moment, hein. On a pu faire les soins aux yeux et ça n'a fait que s'améliorer
jusqu'à pouvoir le faire en liberté, seul, quoi. Donc et puis, le cas de Samson que je rapportais, ce cheval-là, clairement, il avait eu la contention physique, à répétition, pour, différentes choses, hein. Donc oui, ils peuvent tout à fait apprendre, mais je pense que c'est important quand même de changer parfois de repères, en fait, de lieu, hein, pour le cheval. Parce qu'on sait aussi que ça, c'est pas moi qui vais témoigner là-dessus, c'est plus, toutes les personnes qui font de la rééducation sur les chevaux. Donc je parle même pas des soins, mais problème plutôt de chevaux montés et cetera. On sait que, il y a des environnements qui vont être déclencheurs aussi, hein, de réponse et de défense de la part des chevaux, parce qu'ils ont appris à se comporter comme ça, parce que ça leur apporte une solution à leurs problèmes au moment venu. Donc changer d'endroit, ça peut être bien pour commencer, jusqu'à pouvoir, par la suite, pourquoi pas aller, même à l'endroit où ça posait problème. Donc voilà, je pense que, moi je suis tout à fait optimiste, oui, sur des cas d'antécédents, et en plus, avec la technique du clicker, les chevaux sont surpris, je pense aussi, qu'on leur parle bien, en fait. Qu'on leur dise: «Bah, en fait, tu vois, ça peut être cool», et c'est clair. C'est-à-dire que c'est pas juste donner des récompenses, c'est aussi intervenir au moment pile où on voit que c'est bien, et on décompose en petites étapes. Donc ça, c'est hyper important. Donc moi, mon cloque de langue, ou le mot bien, si vous voulez utiliser un mot, ça va toujours être le même repère, toujours, toujours, toujours le même, et il intervient pile au moment où le cheval fait bien. Donc même mon cheval qui tressaille au moment où il y a l'injection, mais qu'il n'a pas bougé ses pieds, moi je clique et je lui donne une récompense. C'est pas gênant, ça. Donc et ça, ils le mesurent parce que c'est précis, et ils font vraiment le lien, entre les choses, et pour eux, en effet, ça devient clair. Hmm. Je trouve ça important de le préciser parce qu'aujourd'hui, nos chevaux vivent de plus en plus vieux et en tant que propriétaire, on se tient mieux informé. On a aussi une meilleure détection des maladies pathologiques et ou chroniques qui peuvent demander des soins réguliers. Finalement, c'est se donner la chance de pouvoir faire tous ces soins de manière plus efficace, euh, d'administrer correctement les traitements, soigner les douleurs tout du long de la vie de son cheval. Je pense par exemple à des chevaux qui vont faire un ulcère à l'œil. Ça va demander de venir sur plusieurs jours, administrer des gouttes 3 fois dans la même journée. Ou alors des chevaux qui ont des problèmes respiratoires. Par exemple, pour ne citer que ces 2 exemples. Typiquement, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément, dans lesquelles on ne se projette pas forcément. Et pourtant, lorsque ça arrive, c'est ce qui permet de s'assurer de la continuité des soins et de leur bonne administration pour pouvoir maximiser la santé et le bien-être de nos chevaux. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment, même, voilà, quand on monte plus un cheval, on a cette, quelque part, c'est un devoir, mais ça peut aussi être un plaisir d'interagir avec, son cheval d'une manière qui est pas juste, désagréable, en intervenant sur des soins, quoi. Et on peut avoir cet échange-là qui va être sympa, et qui permet aussi de maintenir une relation, et de continuer à faire des choses, avec son cheval, et ça, c'est quand même plutôt, c'est bien plus sympa de pouvoir faire des soins en liberté, par exemple sur des yeux, plutôt que, voilà, d'être, contraint, ou de pas y arriver, ou ouais, ou de devoir, emmener son cheval en clinique parce que, voilà, parce que c'est pas possible, donc oui, et puis après, ce qui est super chouette aussi, c'est quand on est plusieurs et que, on en vient aussi à un cheval qui coopère avec plusieurs personnes, et du coup, ça nous soulage aussi dans nos responsabilités de propriétaires qui sont parfois, un peu lourdes, surtout sur les fins de vie, de chevaux, ou des soins, parfois intensifs et lourds, quoi. Tout à fait, et d'ailleurs on n'en parle pas souvent, à mon sens. Peut-être que c'est le moment de parler des fois où ça ne marche pas. Alors je m'explique. Des fois on s'est entraîné, mais lors d'un accident, avec de la douleur, peut-être que l'on n'arrive pas à reproduire de la même manière qu'à l'entraînement. Alors, il faut d'ailleurs préciser que dans ces moments-là, il faut faire ce qu'il doit être fait, surtout si le pronostic vital est engagé. Donc peut-être user de la contention chimique pour pouvoir intervenir. Cela ne veut pas dire que l'on n'a pas cassé tous nos efforts, hein. Il faut tenir compte du contexte
essayer d'analyser à tête froide ce qui fait que ça n'a peut-être pas aussi bien fonctionné que d'habitude. Je pense notamment au stress lié parfois à la situation, une difficulté à gérer son émotionnel par peur de mal faire ou peur de faire mal par exemple. Donc ça peut arriver, pour autant ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas une prochaine fois ou que ça ne marchera plus et qu'il faut arrêter de s'entraîner au medical training, comme dans le cas d'ailleurs de votre poney lors de sa dernière séance de dentiste. On peut donc se réentraîner et réentraîner son cheval. Oui, tout à fait. Je pense que on a malheureusement des cas où ça fonctionne pas comme on avait prévu. Après, je pense qu'on peut aussi se laisser, même dans l'urgence, une porte ouverte en étant un petit peu assuré, en disant, urgence ou pas urgence, enfin l'exemple de mon poney par exemple avec la prise de température où ça marche pas, on peut pas lui prendre la température, alors qu'on est là pour un vaccin. Dire: «Bon, OK, est-ce que c'est possible que je fasse mon petit entraînement et que, vous me laissiez faire? Est-ce que vous avez 5 minutes? Et puis, sinon, tant pis, là je pouvais dire: «Tant pis, vous reviendrez une autre fois et je vous paierai». Mais du coup, on peut aussi dire: «OK, j'essaye. Est-ce que vous me laissez essayer 5 minutes, pas plus, on est OK, il y a une urgence, et je suis pas contre que vous interveniez à votre façon, en suivant si jamais ça marche pas». Et je pense que le dialogue, il est important aussi dans ces cas-là avec le vétérinaire, en l'occurrence, là on parle d'une situation avec un vétérinaire, pour, voilà, poser les choses et puis se refroidir un peu là et peut-être, là par exemple dans le cas avec, ma vétérinaire, elle m'a proposé elle m'a dit: «Oui, non, c'est bon, j'ai le temps». Elle m'a proposé de tenir le poney. J'ai dit: «Non, c'est gentil, je préfère pas parce que voilà, il a peur des gens et je préfère, plutôt que vous vous teniez à distance. Vous pouvez regarder, ça me dérange pas, mais par contre, je préfère que vous soyez à distance». Bon, voilà, on est dans le dialogue, on est dans l'échange, c'est constructif, et après la séance, après avoir pris la température, vacciné le poney, elle m'a posé des questions sur, ce que j'avais fait, ce qu'elle avait vu que j'avais fait avec le poney. Donc voilà, on peut être, dans le dialogue. Après, voilà, en fonction des personnes que vous avez en face de vous, il y a des personnes qui seront peut-être, moins, conciliante et voilà. Donc ça peut dépendre des cas et je pense qu'il faut de toute façon, c'est la sécurité. C'est vraiment se dire d'abord: «Est-ce qu'on est dans une situation dangereuse?» parce qu'il n'est pas question de se dire: «Je vais faire du medical training» si le cheval il se jette partout et parce que je sais pas, il est dans une douleur extrême de colique et tout ça, enfin, j'en sais rien moi, hein. Mais voilà, c'est la sécurité. 2, du coup, le dialogue et voir, ce qui est possible de faire et si on a une personne en face qui est, attentive et réceptive et moi je vous dis, je suis pas opposée à la contention physique si, s'il y a plus d'autres options, possibles et dire: «Bon, voilà, peut-être que là, il va falloir, utiliser le tornet pour pouvoir faire, l'injection parce que c'était pas possible, autrement», je vais pas, voilà, là, c'est la santé du cheval qui est en jeu, j'ai pas d'autres, options, à ce moment-là. Bon, voilà et puis, la prochaine fois, peut-être ça se passera mieux. J'ai un autre exemple, toujours avec le même poney, parce que je l'avais pris pour ça, c'est parce qu'il était pas facile et je voulais être confrontée, continuer à être confrontée aux difficultés des propriétaires, donc j'étais bien servie. Mon poney, quand, je l'ai mis les 6 premiers mois en pension, pour qu'il soit plus facilement attrapable, parce qu'il était en box paddock, eh bien, j'ai demandé qu'il ait une prise de sang, juste pour avoir un bilan sanguin, avoir une base de référence pour le jour où peut-être il aurait des problèmes. Et donc, voilà, il était en pension, j'étais pas là, moi je venais qu'une fois par semaine. Donc incidemment, quand je reviens, je dis: «Est-ce que ça s'est bien passé?» Et la gérante de la pension me dit, «Oui, oui, ça a été. Bon, une fois qu'il s'est mis debout la première fois, une fois qu'on lui a pris l'oreille, après ça a été». Et là, je pense que ça ne s'est pas vu, mais j'ai dû blêmir en me disant: «Non, c'est pas possible, ils ont pas fait ça». Et là, je me suis dit: «Bah non, je suis désolée mon pauvre poney, je voulais pas te faire subir ça, mais c'est de ma faute. Je pensais pas que tu étais sensible à ce point-là, donc je me suis mise un point d'honneur à ce que ça ne se reproduise pas». Et en effet, après on a mis, 6 mois à pouvoir lui retoucher l'oreille gauche, hein, alors qu'on n'avait pas de problème avant. Donc après je l'ai entraîné, voilà, pour les injections et aucun problème pour l'injection. Par contre, j'avais oublié le détail de prendre la température. Bon, mais voilà, du coup,
ça peut ne pas fonctionner parfois. Parfois, on ne sait pas pourquoi ça marche pas. Toujours avec le même poney, cette histoire de cabrer pendant les soins dentaires. J'ai pas compris. Je pense que ça vient du praticien, quelque chose qu'il faisait dans la bouche, à mon avis, qui voulait pas céder, je sais pas au niveau de la langue ou j'en sais rien, et qu'il devait être je tiens, et c'est à lui de céder. Je pense que c'était vraiment de cet ordre-là, mais c'était pas visible puisque c'était à l'intérieur. Et c'est hyper frustrant. Donc, faut respirer un grand coup. À un moment, faut dire stop aussi. Quand, si par exemple, là, c'était pas la survie du poney qui était en jeu avec l'entretien des dents, hein. Il pouvait vivre avec des dents pas tout à fait bien entretenues. Et bon, quand même, au troisième cabré, de toute façon, il n'était pas question de continuer. Le praticien dentaire a dit on va arrêter. Hein. Je dis oui, je pense qu'il faut arrêter là. C'est en effet ce qu'il est en train de dire. Moi, j'étais hyper fâchée, mais parce que j'étais frustrée, parce que j'avais pas d'explication de pourquoi ça se passait comme ça, alors que je ne voyais rien. Mais mon poney avait prévenu, il disait non, ça va pas une deuxième fois. La troisième fois, il a dit non, mais là c'est stop. Donc voilà, j'ai pas compris. Maintenant, voilà, on a toujours des manières de faire différentes. On a la sédation, on a la chance d'avoir ça. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment le prendre comme une chance. C'est-à-dire qu'on a toujours plusieurs options, mais que si on peut, et ben, c'est quand même vachement plus tranquille de pouvoir préparer son cheval ou son poney ou son âne aussi. On n'a pas parlé des ânes, mais pareil. Oui, oui, son équidés d'une manière générale et je pense qu'en fait aussi c'est, bon, bah, des fois ça se passera mal, mais ce qui est important de garder en tête, c'est que c'est pas parce que ça s'est passé mal une fois qu'il faut tout arrêter. On peut tout à fait reprendre les exercices et reproposer parce que finalement, c'est en redécortiquant, en revenant un peu en arrière, en faisant l'effort, d'aller vers lui et de comprendre, quelle est peut-être l'étape qui n'est pas confortable dans le pas à pas Exactement. et rendre cette étape-là confortable pour, une prochaine fois. Et ne pas non plus, se flageller en tant qu'humain parce que, une fois ça s'est mal passé. Il y a des fois, Oui, ça nous dépasse et notamment, c'est ce qu'on se disait, la en situation d'accident, typiquement, j'en sais rien, tiens, on parlait d'un clou de rue en tout début d'épisode. Ça peut être très, très douloureux pour le cheval. Il peut ne pas du tout avoir envie de donner son intérieur à cause de la douleur, malgré, t tout le travail de désensibilisation ou de medical training qui a pu être fait sur la prise de pied. Une fois la douleur passée, le stress passé, ça ne veut pas dire que si on refait les exercices, il ne donnera plus jamais son pied. Donc en fait, faut pas forcément prendre un échec pour un échec cuisant qui est qui irrémédiable. Mmh. empêche en fait ouais voilà, qui est irrémédiable et qui empêcherait de continuer sur Oui, cette tout à voie-là. fait. Au Ouais. contraire. Mais c'est sûr que, là, dans ces cas-là, voilà, faut être bien motivé pour, continuer et pourquoi pas en discuter avec d'autres personnes. C'est pas mal aussi de poser les choses à plat et parfois de discuter avec d'autres, ça permet de se rendre compte de justement du petit couac qu'il y avait, qu'on n'a pas forcément identifié comme étant le problème, qui a déclenché le comportement qu'on voulait pas. Ouais. Il y a pas longtemps, j'ai fait quelques contenus sur l'importance de se filmer, en fait, quand Mmh mh. on avance seul pour pouvoir voir justement, bah, son évolution, parfois décortiquer justement ce qui pose problème. Je pense que le medical training, c'est un on va dire que c'est des séances qui sont parfaites et adéquates justement pour être, filmées parce que ça permet bien pour nous de pouvoir redécortiquer l'attitude du cheval, s'il est à l'aise ou pas. Est-ce qu'il avait fait un signal d'apaisement à un moment qu'on a loupé parce que, bah, des fois, voilà, on est concentré sur son clic, sa friandise et cetera donc on des choses peuvent nous échapper, on est humain Mmh. malgré tout. On n'est pas des robots, donc finalement la vidéo, c'est je pense aussi un outil très puissant, à coupler, dans l'apprentissage du medical training pour, pouvoir, ben, voir où est-ce qu'on en est vraiment justement avec son cheval et est-ce qu'il est super à l'aise ou pas? Est-ce qu'il est détendu comme on se disait? Mmh. Ou voir à quel moment il se crispe et pouvoir aller, affiner tous ces petits moments, avec lui. Hem, du coup, j'en viens à une des dernières questions. Finalement, est-ce qu'on peut se former seul justement au medical training? A priori, j'ai la réponse: «Oui». Mais voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose que le propriétaire peut mettre en place seul avec, bah, voilà, avec une forme de guide, on en a parlé, il y a le livre qui arrive aussi. Oui. Hem, donc le livre, les vidéos, mais oui, c'est un apprentissage où on peut être autonome. Oui, je pense que tout à fait on peut être autonome. Après, un regard extérieur va toujours nous aider. Maintenant, des personnes, aujourd'hui
qui maîtrisent bien le medical training basé sur la technique du clicker. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais sinon, évidemment, les professionnels peuvent aussi vous guider, ça c'est certain. Maintenant, voilà, j'ai écrit ce livre vraiment dans une idée que ce soit un manuel pour guider pas à pas chaque propriétaire avec son équidé pour qu'il puisse progresser et qu'il choisisse en fonction aussi de l'urgence de la situation quelle technique il va mettre en œuvre. Parce que je disais, voilà, parfois sur des situations d'urgence, on peut faire de l'approche retrait et puis parfois pas forcément avec du clicker. Et puis sinon, si vraiment on met ça dans ces séances d'apprentissage, avec le clicker training pour à peu près tout type de soins. Donc, ouais, avec le livre, je pense que normalement, ça devrait pouvoir vous guider. Et si vous avez déjà le livre Motiver son cheval, il y a du medical training dedans. Super. Hem, on en a rapidement parlé effectivement donc je trouvais l'exemple avec la vétérinaire, et le thermomètre frappant parce que finalement c'est du soin coopératif à tous les niveaux. C'est une coopération du cheval, coopération du vétérinaire. Hem, c'est vrai qu'il est important de repréciser qu'aujourd'hui le medical training ne fait pas partie de la formation, des vétérinaires. Ce n'est pas, pour l'instant, on va dire dans leur cursus. Pour autant, je crois que vous collaborez aujourd'hui avec certains vétérinaires, vous organisez des stages justement pour qu'ils puissent se former, mais d'où l'intérêt d'autant plus en tant que propriétaire de se former soit de son côté, pour justement, pouvoir aider le vétérinaire finalement dans la pratique des soins. Ouais, tout à fait. Parce que en effet, aujourd'hui, hein, les vétérinaires sont pas formés à ça. Même encore, là, des jeunes vétérinaires me sollicitent, enfin en formation, des étudiants vétérinaires me sollicitent pour intervenir, faire une conférence sur le medical training. Donc c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Hem, mais ce qu'il faut se dire, oui, on parle de même de coopération du vétérinaire. Il faut se dire qu'ils font un métier à risque, hein, on est sur des gros animaux. Les vétérinaires sont quand même dans leur carrière, souvent accidentés, au moins bousculés. Donc voilà, il y a une campagne vétérinaire en Angleterre qui s'appelle Don't Break Your Vet. Donc c'est ne cassez pas votre vétérinaire, votre véto. Et je pense que c'est important aussi d'avoir une certaine empathie pour eux, qui parfois sont stressés. C'est comme les médecins, ils sont vraiment sous pression parce que enfin, ils sont pas très nombreux, ils sont très, très sollicités, ils font des gardes, donc ils se rendent disponibles. Ils ont souvent une vie privée, compliquée à conjuguer parce que voilà, ils sont très, très sollicités. Donc voilà, si votre vétérinaire est un peu agacé, brusque et tout ça, voilà, faut aussi se dire que c'est pas contre vous ni contre votre cheval, mais que c'est un métier quand même difficile et que justement en tant que propriétaire, quelque part, pour moi, on se doit d'essayer d'avoir des chevaux coopératifs voilà, avec les praticiens pour que ça se passe le mieux possible. Après, voilà, je pense que les choses vont changer parce qu'il y a une vraie demande de la part des vétérinaires pour aller vers de la formation. Et donc, moi, en effet, je m'engage en ce sens. Super. Finalement, oui, on peut être un facilitateur pour eux et il faut pas le voir dans c'est le rôle de qui, mais plutôt, comment on fait pour que justement il y ait un dialogue et enfin, que tout se passe pour le mieux puisque le but c'est quand même d'assurer, la sécurité de tout le monde et surtout, le soin pour l'animal. Hem, il y a pas que des formations pour, les pros, je crois que, Ouais, enfin c'est je ça. crois pas, je suis sûre qu'il y a des ateliers qui sont animés aussi et qui peuvent être animés, dans nos écuries si on prend contact sur le site internet. Des ateliers de medical training pour Ouais, justement se former, voir en vrai comment ça se passe, pouvoir poser ses questions et en tout cas mettre ouais, tout à fait. sans mauvais jeu de mots, le pied à l'étrier en groupe avant de se débrouiller Mmh. seul. Ouais, tout à fait. Donc ça, je commence à faire davantage ça. En fait, là, je laisse de côté les stages de pur clicker pour faire du medical training, simplement parce que je peux pas, en termes de temps, faire les 2. Et je pense que le medical training mérite vraiment d'être mis en avant pour montrer que ça peut aller très, très vite et ça rend tellement service, c'est tellement puissant comme effet que voilà, que du coup j'ai à cœur d'animer des stages, de ce point de vue-là. Et donc ce que je fais, c'est que je fonctionne sous forme
donc de demande, et je fonctionne au forfait. C'est-à-dire, je vais pas prendre une personne, c'est un stage où il y a plusieurs personnes et du coup, je viens, pour une écurie, par exemple et voilà, je peux animer des stages de cette façon-là. C'est possible que ça évolue aussi, j'ai le projet de faire, de la formation en ligne également, donc voilà, tout ça, ça peut évoluer. Vous avez aussi à disposition, je parlais de Don't Break Your Vet tout à l'heure, même si vous comprenez pas hyper bien l'anglais, l'avantage c'est qu'on peut faire un replay, plusieurs fois. Il y a des vidéos qui s'intitulent Don't Break Your Vet et il y en a 2, 2 ou 3, 3 qui sont particulièrement intéressantes. Une sur la tondeuse, qui est purement en approche retrait. Une sur les injections et là, c'est avec, la technique du clicker et une autre sur la vermifugation, en approche retrait aussi et Gemma Persson, qui est la personne qui intervient, elle est formée au clicker, elle est super forte parce qu'elle arrive à faire, ses vidéos à la fois en commentant, ce qu'elle fait et en faisant, avec des chevaux qui posent problème. C'est pas des trucs, faux. Alors c'est pas des trucs, spectaculaires, mais enfin, on voit bien que quand même c'est, voilà, ça va pas être gagné d'avance et du coup, ces vidéos, elles sont disponibles sur, YouTube, gratuitement et elles durent, quelques minutes, hein. C'est de l'ordre de 6-7 minutes et déjà, vous voyez des gestes et vous comprenez comment, ça fonctionne et puis, si vous avez du mal, avec l'anglais, bah, vous les repassez et puis, je sais pas si voilà, une traduction est possible, mais en tout cas, ces 3 vidéos, je vous enjoins vraiment à les visionner. Donc c'est Calm Clipping, comme tondre en anglais. Je mettrai les Hem liens de toute façon, enfin tous les liens de toutes les références qu'on a données, dans l'épisode. Je les mettrai en description. Du coup, juste pour, bien être sûre, parce que je sais qu'il y a bon, il y a forcément des propriétaires qui écoutent. Il y a aussi des gens qui gèrent des chevaux, voilà, des demi-pensionnaires et cetera. Donc, vous pouvez tout à fait mettre en place certains petits exercices, pratiques avec le medical training. Et les formations et donc les stages, c'est bien pour tout le monde. Il y a des pros aussi, pardon, qui écoutent le podcast, je le sais. Donc, propriétaire ou simple amoureux des chevaux, en fait, tout le monde peut, demander pour l'organisation d'un stage. Il suffit juste, bah, voilà, de se regrouper à plusieurs pour que en fait, la formation puisse profiter à tous. Ouais et puis si, vous voulez aussi vous abonner à ma newsletter, je mets les dates, bah, de là où je fais des stages. Alors il y a pas que le medical training, mais du coup, ça permet aussi de voir, parfois il y a des stages qui sont pas forcément pleins, donc si c'est dans votre région, bah, ça peut permettre d'aller sur ces endroits-là et on a une formation dédiée aux professionnels en partenariat avec, la chaire de bien-être animal de Vet AgroSup de Lyon. On organise ça avec, l'INRA de Tours et du coup, là, on a des dates, déjà posées, et c'est ouvert aux professionnels et du coup, c'est ouvert à financement aussi pour, les pros. Donc voilà, on a ces stages-là plutôt pour les pros et puis, pour les propriétaires où là, je fais, des stages où j'interviens, seule. Parce qu'on a on va conclure là-dessus, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des vétérinaires, puisque forcément quand on pense soins médicaux, on pense tout de suite, vétérinaire. Mais finalement, être propriétaire d'une pension, devoir gérer des chevaux, parfois de propriétaires qui peuvent pas venir, parce qu'ils habitent loin et du coup il y a une urgence, un vermifuge à donner, il y a un soin à faire. Heu, ben, voilà, il n'y a pas forcément que les vétérinaires qui peuvent se former. Finalement, c'est toute personne qui côtoie au quotidien, des chevaux et qui, parfois se substitue aux donneurs de soins, quoi. Ouais et même, sans là, on parle même pas de se substituer au vétérinaire, hein. Ce que me disait un vétérinaire, c'est que donc c'est Tristan de Guillaume, pour, ne pas le citer, il me disait: «Bah, en fait, le propriétaire, c'est l'infirmier du cheval et on compte sur lui. On compte sur lui pour, bah, suivre le Le traitement et protocole. ouais, le Mmh. protocole donc en fait, nous, on est des infirmiers de nos chevaux et le vétérinaire, bah, ça reste celui qui va dire ce qu'il y a à faire mais nous, voilà et l'infirmier, il doit, maîtriser certains gestes, aussi et voilà donc on a, les différents profils, oui, tout à fait, on n'est pas obligé d'être vétérinaire pour avoir besoin de faire des soins, ça c'est sûr. Super. Le mot de la fin sera pour, la sortie du livre. Oui, Du coup, rendez-vous à peu près en avril, c'est ça? voilà, printemps 2023, le livre sur coopérer pour les soins, devrait sortir donc voilà, il est prêt, il est chez l'éditeur donc
Il n'y a plus qu'à ce qu'il soit transformé et il sera très illustré, hein. J'ai travaillé avec des photographes pour avoir énormément d'images, pour vraiment comprendre la décomposition des gestes. Super. En tout cas, moi, j'ai hâte. Je sais que je commanderai mon exemplaire, car je suis loin de maîtriser tous les soins en medical training. Merci beaucoup Hélène, de votre temps. J'espère que cet épisode, va permettre, de convaincre, plusieurs personnes de pouvoir, elles aussi s'essayer au medical training et surtout qu'ils ont bien compris, voilà la dimension, coopérative et surtout la dimension, finalement, quotidienne des exercices qui peuvent être mis en place pour améliorer sa relation et changer sa relation quand il s'agit de soigner, guérir, penser son cheval. On vous retrouve donc sur votre newsletter, aussi sur votre compte Instagram. Et je mettrai, comme j'ai dit, tous les liens en fait, de toutes les références que vous avez données, les différents professionnels que vous avez cités, en description de l'épisode pour que chacun puisse aller consulter toutes ces ressources. Et ben, merci beaucoup et puis, j'espère que tout le monde va repartir regaillardi avec envie de pratiquer ça avec, plaisir avec son cheval, son poney ou son âne. Merci beaucoup. Merci Hélène. Et voilà, c'est la fin de cet épisode aux côtés de Hélène Roche pour vous parler des soins coopératifs et du medical training. Je vous remercie du fond du cœur pour l'accueil que vous réservez au podcast ces dernières semaines. Le nombre d'écoutes a grandement augmenté. Et tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos partages sur Instagram ou par mail auprès de vos amis. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner au podcast afin de ne louper aucun des précieux chapitres. Et si vous voulez nous rejoindre sur Instagram pour que nous puissions discuter ensemble, n'hésitez pas à m'ajouter. Vous me retrouverez sous le pseudo iggy.journal. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode aux côtés de Mélanie Gisler. Merci de votre écoute et à bientôt.